Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous retrouver en ligne pour cette réunion un peu particulière. On aurait aimé la passer tous ensemble avec du public. Hélas, le contexte sanitaire nous oblige à réorganiser un peu les choses, mais on a tenu à la tenir malgré tout. Je me présente, je suis Simon Mazagic de l'agence Equer. Je vais avoir la charge d'animer cette réunion et les échanges qu'on aura à distance pour parler du projet Porte du Vieux-Montrouge, Péry-Ginot-Gauthier. Un projet ambitieux qui va vous être présenté par les personnes qui sont à mes côtés ce soir et que je vais vous présenter sans tarder. Étienne Langerot, maire de Montrouge, bien sûr, qui sera avec nous pour nous présenter l'ambition du projet. Pierre-André Mouly, adjoint aux mobilités, à la voirie, au stationnement et au partage de l'espace public. Bonsoir. Gwenaëlle Rabier, vous êtes adjointe à la transition écologique, à la biodiversité urbaine. Bonsoir et merci d'être avec nous. Patrice Carré, adjoint au commerce, à l'artisanat et aux accueils de tourisme. Voilà pour les élus. Avec nous également pour nous présenter le détail du projet, Damien Oberlé, directeur de la valorisation des espaces publics et des mobilités à la ville de Montrouge. Nathalie Mélin, vous êtes paysagiste, vous appartenez au cabinet La Compagnie du Paysage qui a été lauréat du concours qui a été lancé par la ville. On en parlera dans un instant. Et puis en régie, pour poser et recevoir vos questions, je suis accompagné d'Iris Degnaud de l'agence Equer et qui sera aussi l'interface entre les personnes qui seront en ligne et les personnes qui sont présentes pour répondre et vous présenter le projet. Étienne Langerot, on peut débuter justement sur ce projet. Comment il est né ce projet de réaménagement du quartier Péry-Ginot-Gauthier? C'est un projet qui était dans les tuyaux, si je peux m'exprimer ainsi, depuis un moment. Comment ça s'est passé pour aboutir à ce premier stade du projet? Oui, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir avec toute l'équipe de ce projet pour vous le présenter, pour vous le faire découvrir. Et puis, moi aussi, je regrette que ça se déroule dans un format un peu particulier. C'est une réunion publique sans public, mais vous êtes là nombreux pour y assister. Je sais que vous êtes derrière vos écrans et que vous allez participer à cette découverte. Alors, ce projet, il s'inscrit dans la volonté de notre équipe municipale de reconquérir les espaces publics à Montrouge et de faire de Montrouge, comme on a commencé de le décliner, une ville conviviale, une ville où on a plaisir à vivre. Et ce projet, c'est le premier dans ce mandat d'une série de projets que nous allons construire et vous présenter dans les mois et les années qui viennent. Et il y en aura dans chacun des quartiers de la ville, bien évidemment. Alors, ce projet, où est-ce qu'il se situe? Il se situe dans le Vieux-Montrouge. C'est l'un des 6 quartiers de la ville. Et on l'a baptisé les portes du Vieux-Montrouge. Pourquoi? Parce qu'on est situé au nord de la ville, en frontière de Paris, et que la porte d'Orléans, à Paris, est la frontière de 2 portes de Montrouge, celle du 920 et l'entrée de l'avenue Henri Ginaud. Et on l'a appelé les portes de Montrouge parce qu'on a un deuxième projet parallèle, c'est celui de la porte de Montrouge cette fois-ci. Donc c'est de l'avenue de la République, ce qu'on appelle République Nord. Voilà, donc ça s'inscrit dans ce vaste projet de réaménagement, requalification des portes de Montrouge. Donc ce projet, il est défini par un quadrilatère, au nord le périphérique, au sud l'avenue Gabriel Péry, à l'est le 920, la N20, qui va à la porte d'Orléans, et puis le 4e côté, c'est l'avenue Henri Ginaud. Donc ce quartier, il a été construit dans les années 70, il a une bonne 50aine d'années, et c'est un quartier qui a vieilli naturellement, et qui aujourd'hui présente un certain nombre de difficultés ou pose un certain nombre de questions. Et donc nous avons, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, commencé de réfléchir avec les habitants de ce quartier, les commerçants de ce quartier et tous ceux qui en sont les usagers au quotidien. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté, en discutant avec les uns et les autres, qu'il y avait de vrais besoins pour requalifier ce quartier et en faire un quartier qui soit moderne et dynamique, et en insistant sur 3 points. D'abord, aujourd'hui, c'est un quartier, on le sait, on le voit, c'est un quartier très minéral. Il n'y a pas beaucoup d'arbres qui sont plantés, pas beaucoup d'espaces verts. Et les Montrougiens en général, et les habitants de ce quartier en particulier, attendent plus d'espaces verts, plus de végétalisation, parce que c'est un quartier très dense et que Montrouge est une ville dense. Donc, plus de verdure, le retour de la nature dans ce quartier, c'est un point important. Deuxième attente, c'est l'attente de l'attractivité commerciale. Ce quartier, il est traversé par une artère commerciale qui a beaucoup vieilli, la rue Gauthier,
Et tous les commerçants de ce quartier attendent une nouvelle attractivité, un nouveau mobilier urbain, de nouveaux aménagements qui feront que les commerces repartiront et retrouveront un dynamisme. Et puis le troisième volet, c'est le volet de la circulation fondamentale. Aujourd'hui, vous savez qu'à Montrouge, plus de la moitié de l'espace public est occupé par la voiture, la moitié de l'espace public. Et donc notre objectif dans toute la ville, et ici en particulier, c'est de reconquérir l'espace occupé par la voiture et de le redonner aux habitants, de le redonner aux commerçants, pour qu'il y ait plus d'espace pour la promenade, pour les terrasses, pour ce qu'on appelle maintenant les mobilités actives, la marche à pied, le vélo, etc. Voilà. Donc c'est redonner de la qualité de vie et donc repenser la mobilité, à la fois la circulation automobile, le stationnement, les bus, et faire en sorte que ce quartier ne soit pas qu'un quartier de transit en matière automobile, mais qui retrouve une vraie qualité urbaine, une vraie convivialité. Voilà les attendus de ce projet, et voilà pourquoi nous avons choisi de commencer par ce projet-là, parce qu'il est, j'allais dire, il est dans les cartons depuis maintenant quelques mois, il est prêt, et on va vous le présenter en détail. Merci Monsieur le maire. Alors pour reprendre vos termes, il est dans les cartons depuis un moment et pourtant aujourd'hui on lance une nouvelle phase de concertation, de dialogue avec les différents usagers, avec les habitants, avec les commerçants également. Qu'est-ce que vous en attendez? Pourquoi cette nouvelle phase de dialogue à présent? Alors, comme tous les projets à Montrouge, ceux que nous avons conduits au cours du précédent mandat et ceux que nous allons conduire dans les mois et les années qui viennent, évidemment, la concertation est fondamentale. Alors, elle a commencé par l'interrogation des commerçants, des habitants, comme je le disais, mais elle va évidemment se poursuivre à travers, et on commence ce soir, à travers une concertation qui sera la plus large possible. Et l'objectif, c'est de donner la parole à tous ceux qui sont concernés par ce projet, et même à tous les Montrougiens, puisque tout le monde a vocation à traverser ou à participer à la vie de ce quartier. Et donc, elle va se dérouler, donc elle a commencé il y a quelques mois. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, à partir des besoins et des attentes exprimées, nous avons construit un cahier des charges. Et ce cahier des charges a servi à l'élaboration d'un concours. Donc, nous avons examiné plusieurs projets. Nous avons réuni un jury. Et ce jury, il a choisi le meilleur et le plus beau des projets portés par nos partenaires d'aujourd'hui, qui sont la Compagnie du Paysage et l'Agence Bérénice. Et donc, ce projet magnifique qui correspond à nos attentes, il va maintenant être présenté. Il a vocation à évoluer, puisque je suis sûr que les habitants, les commerçants vont nous faire des propositions, des remarques, et on va l'améliorer, le modifier, de façon à ce qu'il corresponde aux attentes des uns et des autres. Et une fois qu'on aura fini cette phase de concertation, eh bien, nous lancerons les travaux et nous prévoyons d'inaugurer ce projet vers la fin de l'année 2023-22, début 2023, si je ne me trompe. Voilà le calendrier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. On vous réentendra tout à l'heure dans les échanges qu'on aura. Damien Oberlé, je me tourne vers vous justement. On vient de parler des prochaines étapes du projet. D'abord cette phase de concertation, mais pour peut-être un peu rattacher les wagons avec ce qui s'est passé avant, Monsieur le maire l'a évoqué un instant, le projet, la construction du cahier des charges, elle vient aussi d'une consultation que vous avez lancée en 2019 auprès des commerçants et auprès des habitants du quartier. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, puis nous en dire ce qui est sorti globalement, les grands axes que vous avez retenus de cette phase de consultation? Oui, bien sûr. En 2019, l'agence Intensité a été missionnée par la ville pour enquêter sur le terrain auprès des habitants et des passants qui fréquentaient les espaces. Et donc, nous avons récupéré les témoignages de 191 habitants, 36 commerçants et 19 passants qui étaient usagers, vraisemblablement des employés des locaux tertiaires. Alors, ces attentes, elles ont été ici synthétisées. D'abord, les attentes des commerçants. De façon générale, les commerçants étaient très satisfaits de la qualité des bâtiments, mais il y avait un point noir qui était identifié et pointé régulièrement, c'était les marquises qui sont situées juste au-dessus des vitrines. Et enfin, les commerçants ont aussi souhaité un espace public plus propre et de façon générale de meilleure qualité. Le second point qui est remonté de la part des commerçants, c'était aussi de renouveler l'attractivité commerciale. C'est un quartier qui a effectivement un petit peu vieilli et il y avait un souhait de renouveler la signalétique pour le rendre plus lisible, plus visible, mais aussi d'animer le quartier pour faire venir le public lors d'occasions particulières.
Concernant les habitants, différentes pistes avaient été proposées et celles qui ont été le plus plébiscitées, c'était dans l'ordre plus d'espaces verts, des arbres évidemment, mais aussi des bacs de plantation et des potagers lorsque c'était possible, de développer et renforcer le mobilier urbain, alors le mobilier de propreté, les corbeilles bien évidemment, mais aussi les mobiliers d'assises pour se rencontrer, se retrouver, faire une pause, habiter ces espaces publics. Et enfin, le troisième thème qui revenait le plus souvent était celui de l'éclairage public. Alors à la fois avec un souhait d'avoir une lumière de plus grande qualité, mais aussi plus adaptée et plus esthétique pour mettre en valeur les lieux. Enfin, il y avait une seconde grande famille de questions qui étaient relatives au paysage urbain. Différentes images de référence ont été montrées et il s'est avéré que celle qui était le plus plébiscitée correspondait à des images dans lesquelles on voyait des espaces avec des aménagements relativement simples, facilement appropriables par le public. C'est ce qu'on a appelé la famille ludique et conviviale. Puis en second lieu, une image qui valorisait plus l'architecture, un peu à la façon de ce qui a été fait dans le quartier Messier, qui est arrivé en deuxième position. Et enfin, en troisième position, un paysage peut-être plus dessiné, parfois ressenti comme étant plus froid, un peu à l'image de ce qui a été fait dans le quartier de la Vache Noire. Donc là, vous êtes ressorti de tout ça avec une commande, un cahier des charges que vous avez pu élaborer. Un concours d'architecture a été lancé. Vous pouvez nous rappeler ces étapes-là ? Oui, tout à fait. À l'issue de cette consultation, les services de la ville, en lien avec les élus, ont rédigé un cahier des charges qui a été proposé en consultation publique. Un certain nombre d'agences, enfin de groupements de maîtres d'œuvre regroupant des agences de paysage, mais aussi d'autres bureaux d'études techniques, ont proposé dans un premier temps des candidatures. Et à l'issue de cette phase, 3 équipes ont été acceptées pour rendre une proposition, un projet, des images. Et donc, c'est à cette occasion que la Compagnie du paysage a été retenue en décembre 2019. Merci Damien Oberlé pour ces éléments qui replacent bien le projet dans son contexte, dans le travail préalable qui a déjà été mené depuis maintenant plusieurs mois par la ville de Montrouge. On le disait, la Compagnie du paysage, le groupement porté par la Compagnie du paysage a été retenu. L'idée, c'est que maintenant, vous nous présentiez le projet, mais peut-être pour être le plus efficace et le plus parlant, avant de vous laisser la parole, Nathalie Mélin, on va proposer un film de quelques minutes qui propose de cadrer tous ces enjeux-là et de vous montrer à quel point le projet est aujourd'hui complet et ambitieux pour le quartier. On se retrouve donc dans quelques instants pour en parler. Voilà pour l'esprit du quartier Périgino-Gautier demain. Nathalie Mélin, bonsoir.
Je le disais, vous représentez le groupement qui est porté par la Compagnie du Paysage, qui a été lauréat de ce concours, qui est à l'initiative du projet qu'on vient de présenter en vidéo. Peut-être nous dire d'abord un mot sur le groupement, la manière dont il est composé. Vous n'êtes pas le seul cabinet qui est dans ce groupement, vous en êtes le porteur, mais il y a des compétences larges qui font partie de ce groupement. Oui, donc on est là sur un projet urbain, donc on avait besoin de monter une équipe pluridisciplinaire. Nous, on est donc la Compagnie du Paysage. Moi, je suis associée, je suis paysagiste urbaniste. Et on s'est associé les compétences de 2 bureaux d'études techniques, une sur les structures, l'autre sur les voiries et réseaux divers, pour nous accompagner, parce qu'on est sur des espaces de rue. Et également, on va dire, un concepteur lumière pour nous accompagner sur la question de la lumière qui est importante dans les milieux urbains. Et également Bérénice pour tout ce qui est accompagnement, on va dire, de la redynamisation commerciale de tous les commerces existants. Voilà, donc un groupement complet. D'ailleurs, si certains commerçants nous suivent, ils ont déjà eu des contacts avec le cabinet Bérénice qui mène en parallèle une concertation, puisque les commerçants sont bien sûr étroitement associés à tout ça. Avant de rentrer dans les différentes thématiques du projet, peut-être Nathalie Mélin nous dire comment vous avez pensé ce projet de manière transversale, de manière globale, quelles sont la manière dont vous avez retranscrit les ambitions qui nous ont déjà été présentées par la ville, comment vous êtes entré dans le sujet. Alors c'est vrai que nous, quand on est arrivé sur le projet, on a senti une dualité, en quelque part, entre on va dire des abords du numérique qui étaient requalifiés, très valorisés, et puis ces espaces, on va dire, très commerçants, mais plutôt un peu vieillissants. L'importance quand même de ces espaces qui sont vraiment en entrée de ville, sur la nationale 20, mais également depuis la porte d'Orléans. Donc vraiment l'importance de travailler un espace public et de rattraper un peu le retard, de pouvoir mettre en lien et de créer de la continuité aussi pour associer ces espaces-là, on va dire, au cœur de ville. Voilà, on est quand même sur des espaces publics qui, pour nous, avaient une image très, on va dire, vieillissante, un peu aussi très minérale, très portée sur la voiture. Et on a eu tout simplement l'ambition d'en faire un quartier jardin pour vraiment valoriser le cadre de vie, voilà, et favoriser aussi, on va dire, l'attractivité des commerces avec des espaces publics beaucoup plus attractifs, parce qu'il n'y a pas d'endroit aujourd'hui où on peut s'arrêter, il n'y a rien. Voilà. Donc on va développer tous ces points-là et peut-être en commençant par le sujet de la mobilité, qui est un point important, vous l'aviez évoqué, monsieur le maire, dans les priorités. Je vais me tourner vers vous, Paul-André Mouly. Vous êtes en charge de ces sujets de mobilité, de déplacement. Vous êtes en charge également des sujets de voirie et de partage de l'espace public, donc au cœur de ce projet de requalification du quartier. Comment on a pensé dans ce projet? Quelle était votre demande, votre ambition pour lier le sujet des espaces publics et des mobilités? Quel est le regard que vous avez porté? Puisqu'on le sait, le sujet des mobilités est un sujet sensible à la fois pour ceux qui vivent le quartier, mais aussi pour ceux qui le traversent. Comment cette ambition a été portée par la ville? Tout d'abord, bonsoir. Ce qu'on peut tout d'abord noter, c'est qu'au moment de la consultation, les riverains et les usagers du quartier ont souhaité d'abord avoir une ville apaisée. Donc une ville apaisée, ça veut dire le partage d'espace public. Donc il y a un moment donné où si on veut que tous les usagers de l'espace public puissent bénéficier de cet espace public, il faut donc faire des compromis. Et nous, ce qu'on a souhaité, c'est que tout le monde soit en sécurité. J'insiste sur cet aspect-là, c'est-à-dire sécurité pour, et on verra, les vélos, sécurité pour les piétons, et surtout un aménagement où il fasse bon vivre et il y a une notion de convivialité. Enfin, c'est évident, et on l'a très bien vu dans le film, il y avait une problématique, parce que ça reste une problématique, le stationnement. Ce quartier a la chance de bénéficier d'un certain nombre de parkings souterrains, et donc finalement on voit que si on arrive à mettre souterrain et aérien, le stationnement sera nul. Autrement dit, on ne supprimera pas de places de stationnement. On réaménage les places de stationnement, mais on ne les supprimera pas. Enfin, il est évident qu'il fallait que ce quartier vive, et donc il fallait faire des cheminements en sécurité. Donc, dans le film, mais on le verra tout au long de la soirée, on a vraiment voulu que ce quartier soit à la fois apaisé, soit à la fois en sécurité, et enfin, répondre à l'ensemble des usagers de la ville. Voilà. Donc c'est ça qu'on a essayé de traduire dans les espaces publics. C'était la base de votre demande. On va voir avec vous justement, Nathalie Mélin, comment ça se traduit, une ambition de partage de l'espace public, de quartier apaisé, de limitation des risques, je veux dire, de sécurisation de l'espace. Comment tout ça, vous l'avez pris en compte pour intégrer ces éléments à votre projet?
Alors, concernant la mobilité, c'est vrai qu'on a plusieurs typologies quand même de rues, on va dire, à travers ce quartier Ginoux-Gautier. Voilà, donc là, on est sur la rue Ginoux. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une perspective. On est sur un espace public qui actuellement a 3 voies de circulation, on va dire des espaces assez inconfortables, les commerces qui ne peuvent pas avoir d'espace de terrasse. Il y avait vraiment la volonté de diminuer la place de la voiture au regard quand même d'études de circulation. Donc sur le projet, on arrive finalement à créer qu'une voie de circulation mutualisée entre les voitures et les bus, de manière, on va dire, à dégager des trottoirs confortables qui permettent vraiment, sur la rue Ginoux, de pouvoir créer ce lien confortable et agréable vers le cœur de ville, d'avoir aussi une piste cyclable bidirectionnelle et pouvoir ici, par exemple, au niveau de la rue Ginoux et de la place de Guerchy, d'avoir un espace partagé qui permette véritablement de traverser plus aisément et en sécurité. Donc là, on voit bien que tous les espaces sont sécurisés, protégés par des bandes plantées ou du mobilier et vraiment avec des espaces agréables de promenade. On a aussi des voiries qui, elles, on va dire, on est là sur la rue Gabriel-Péri, entre la Nationale 20 et puis la rue Ginoux. Donc là, c'est une rue qui est plutôt départementale, qui supporte un trafic plus important. Donc on n'a pas touché particulièrement, on va dire, à l'organisation, on va dire, des besoins pour les véhicules. Mais on va dire, on a récupéré des places de stationnement existantes sur l'espace public pour pouvoir, on va dire, aménager une promenade plantée très agréable, confortable, où on trouve, on va dire, un cheminement bien éloigné de la circulation automobile, de manière à retrouver des espaces très apaisés aussi. Voilà. Donc là, on a moins de proximité entre les cheminements piétons, Oui, les mobilités douces c'est et très, la très voie. important parce que quand on aime aussi que les enfants, on va dire, se déplacent dans la ville, on aime bien aussi savoir qu'ils sont assez éloignés des voitures et c'est vraiment très, très stratégique pour nous. On a également aussi des rues résidentielles. Là, on est sur la rue Bouzeret, qui est une rue, on va dire, avec beaucoup moins de trafic, qui est plutôt vraiment une desserte résidentielle. Aujourd'hui, elle est très minéralisée. L'objectif, c'est de supprimer, on va dire, une partie des places de stationnement, de pouvoir organiser des bandes plantées de manière à donner véritablement une ambiance qui renforce, on va dire, l'aménagement d'une zone 30, c'est-à-dire où la circulation sera apaisée et on est vraiment dans une ambiance de jardin, de rue résidentielle. Voilà. Donc voilà, on a l'ambition de partage de l'espace public qui est traduite ici pour les mobilités. L'espace public, il est aussi en lien avec d'autres sujets, dont l'attractivité commerciale. On peut peut-être préciser simplement qu'au total, il y aura plus de 30% d'espace public qui vont être dédiés aux mobilités douces. Je pense que c'est un chiffre qui est quand même important quand on regarde l'ensemble du quartier. Oui, c'est vraiment, on va dire, un axe fort du projet, d'avoir véritablement voulu renforcer la place de la mobilité douce, de la mobilité active, comme disait Monsieur le maire. Et c'est également, on va dire, travailler aussi sur le confort de l'espace public, de manière à ce qu'il soit accessible à tous et qui réponde, on va dire, aux normes des personnes à mobilité réduite. Et ça, c'est important, voilà, par rapport au projet. Donc plus de place également pour les cheminements des personnes à mobilité réduite, ce qui pouvait parfois être un peu difficile dans le quartier. À certains endroits, c'était un point qui était... oui, avec beaucoup d'encombrements. Voilà. Qui était aussi pointé. Merci beaucoup. Je reviens vers vous dans un instant, mais peut-être passer aux questions d'attractivité commerciale avec vous, Patrice Carré. Espace public et mobilité, on en a parlé, c'est très lié. Espace public, c'est aussi lié à l'attractivité commerciale. Alors ça peut paraître un peu antinomique, on ne joue pas directement sur les commerces, mais en quoi l'espace public a une ambition pour rendre le quartier plus attractif et comment vous avez porté cette ambition au niveau de la ville? Oui, tout à fait. Disons, comme avait rappelé déjà tout à l'heure Monsieur le maire, bon, ça c'est un projet qui émane d'une réunion qu'on avait eue avec les commerçants voilà à peu près 2 ans. Et avec le manager du commerce, nous avons des réunions régulières avec eux tout au cours de l'année. Et ils sont, ce qu'il en est ressorti, ils sont très, très demandeurs parce que c'est une place, la rue Théophile Gautier, surtout cet endroit-là, est très, très vieillissant. Bon, il nous parlait sans arrêt des marquises qui étaient même dangereux. Et puis, les Montrougiens n'allaient plus dans cet espace. Donc, le but, c'est de faire revenir les Montrougiens dans ce site, et il doit être agréable. Et je rappellerai que le commerce est très lié à l'urbanisme et à son environnement. Donc là, je pense qu'on va en profiter pour refaire les vitrines, réaménager tout ce secteur, remonter les enseignes, harmoniser aussi les commerces sur cette place. Je rappellerai qu'on a une charte
une charte pour l'esthétique urbaine que l'on a votée en conseil municipal et qui nous permet d'harmoniser les commerces sur la ville et puis de parfaire notre activité commerciale. Ça, c'est très important. Il fallait qu'on revoie aussi également les 3 entrées sur cette... Oui, on a la place de Guerchy, on a une petite place au carrefour Péry-Ginoux, et une 3e par la National 20, enfin l'ancienne National 20. Voilà, donc ils sont très demandeurs. Également les riverains, on les rencontre assez régulièrement. Et ça va être l'occasion aussi d'animer ce quartier. Davantage de terrasses, de faire des animations. On pensait faire un marché des saveurs, un petit marché de Noël. Mais tout ceci, il faut que ça soit fait en coordination aussi avec les riverains et via l'association de quartier, par exemple. Vous parlez beaucoup de dialogue avec les riverains. Il y a notamment une première réunion de concertation avec les commerçants, pas plus tard que la semaine dernière. On a senti une forte attente de redynamisation dans cette réunion. Ah oui, tout à fait. Bon, il faut dire que ce soit les riverains ou les commerçants, ils attendent ça quand même depuis pas mal de temps. Donc là, je veux dire, moi je pense que c'est un très beau projet. En plus, c'est sur une des portes d'entrée de la ville de Montrouge. C'est très important. Le commerce à Montrouge, je dirais, globalement, se passe très bien. Donc, il n'y a pas de raison que ce quartier soit délaissé. Bien au contraire, d'autant plus qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont juste à côté. Merci beaucoup. Comment on traduit ces ambitions, encore une fois, ces envies de redynamiser le quartier en travaillant avant tout sur l'espace public? C'est un beau défi. Comment on s'en saisit? Alors, de la requalification de l'espace public, c'est vrai qu'elle aide, on va dire, à redonner un peu, on va dire, d'attractivité tout simplement à l'espace public et donc à la fréquentation des commerces. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces espaces sont assez vieillissants, il n'y a pas d'endroit où on a envie de s'arrêter, on est plutôt là sur du transit. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir capter et que les gens puissent profiter aussi des espaces, voilà, de pouvoir se promener en famille. Voilà, donc nous, on a travaillé véritablement dans ce sens. Ce qu'on peut voir aussi qui était important pour nous, c'est que aujourd'hui, on va dire cette rue Gautier, qui est un espace vraiment commerçant très important, n'a pas vraiment de visibilité. C'est-à-dire qu'on a des espaces publics qui sont, on va dire, très encombrés. On ne nie pas du tout l'existence de cette rue. Il faut vraiment la connaître. Donc on a vraiment la volonté, dans le cadre du projet, de créer un espace public, on va dire, dans une nature, une qualité aussi qui rappelle celle du centre-ville et des abords de la mairie, avec une belle matérialité, d'avoir un espace public plus lissé, qui invite finalement à découvrir et à la promenade. On est là aussi sur la constitution d'espaces jardinés, d'endroits où on peut s'arrêter, de la constitution aussi d'avoir des arbres pour redonner une échelle plus humaine aussi à ces espaces qui ne sont pas toujours agréables. Et il y a même la volonté, on va dire, d'étirer finalement l'animation de la rue Gautier avec ses commerces par une sorte de halle avec une conciergerie de quartier qui permettrait d'offrir des services aux riverains et qui permettrait vraiment d'étirer finalement cette animation jusqu'à la RN20. On voit ici la place Aristide-Briand, justement, comment vous l'avez pensé comme une entrée. Sur la gauche, oui, exactement. On a sur la droite donc l'état existant de la place de Guerchy. Donc c'est vrai qu'on a un peu du mal à lire l'entrée de la rue Gautier, puisque c'est un espace qui n'est pas vraiment à échelle humaine, marqué par la voirie. L'idée pour nous, c'est, on va dire, de qualifier un espace public aussi plus lissé. On est vraiment dans la même écriture, quelque part, que la place de l'hôtel de ville, avec une belle matérialité de calcaire, un espace qui est étiré, qui ne reste plus vraiment que collé finalement à la rue Gautier, mais qui s'étire aussi sur on va dire, sur le trottoir ouest de la rue Ginoux. D'avoir un espace, on va dire, qui donne à voir et qui invite à la traversée. On imagine également sur cet espace pouvoir créer une halle avec un food truck par exemple qui permettrait aussi avec Big Fernand de sortir un peu l'animation, de créer aussi des espaces de terrasse, d'animation sur tout le pourtour de la place, y compris du côté de la banque, la BNP, qui aujourd'hui est une façade plutôt inactive. Il y aura un atelier justement sur ces questions d'animation au cours duquel on pourra, avec vous, avec les habitants, les usagers, travailler sur vos envies, vos priorités en matière d'animation qui permettront d'affiner et de préciser encore ces aspects-là. Donc en parallèle de ces places finalement qui sont, on va dire, les premières vitrines de la rue Gautier,
L'objectif du projet, c'est de requalifier cet espace public d'une manière très qualitative, toujours avec un revêtement naturel, d'avoir, on va dire, des aménagements qui soient intemporels aussi, c'est important pour un espace public commercial. C'est d'avoir également, on va dire, des véritables espaces, on va dire, de circulation, une allée agréable, d'avoir des rives libérées, des rives qui permettent aussi le développement d'espaces de terrasse pour les restaurants, et d'accompagner, on va dire, toute cette promenade commerçante avec un mobilier de bacs, de jardinières plantés avec des petits arbres qui permettront de qualifier, de donner vraiment beaucoup plus d'agrément et d'avoir des endroits où on peut se détendre, s'asseoir, vivre ensemble, tout simplement. Je vais peut-être juste repasser sur la vue parce que je pourrais peut-être rajouter quelque chose. Je ne sais pas si on peut retourner en arrière. Oui, il y a le travail donc, là qu'on voit également aussi sur les façades commerciales, c'est-à-dire que l'espace public est une première entrée pour l'attractivité. Il y a aussi, on va dire, là on voit bien que la marquise et les marquises qui gênaient justement dans toutes, on va dire, les concertations préalables a été enlevée de manière à ce qu'on voit, on donnait plus de lisibilité, on va dire, aux façades commerciales existantes. Ce travail, on va dire, de qualification de l'espace public, avec Bérénice, on va aussi accompagner avec les commerçants pour définir une charte, on va dire, de requalification, de design aussi, de toutes ces façades commerciales, y compris des signalétiques, pour créer véritablement une unité, une uniformisation un peu plus. Donc ça, c'est un travail qui va être mené dans le cadre de la concertation qui a été engagée avec les habitants, avec les commerçants. Pardon. Voilà. Au centre de la rue Gautier, nous avons la place Gautier, qui est un espace aujourd'hui, on va dire, qui a un peu du mal à vivre. Dans le cadre du projet, l'idée, c'est d'avoir toujours cet espace public de qualité, toujours avec ce revêtement d'une même écriture, de manière à avoir un lien, une continuité existante, d'avoir on va dire un sol assez lissé, qui est vraiment intemporel et qui ne marquera pas, on va dire, une période particulière. Comme on est sur un espace sur dalle, comme sur la rue Gautier, c'est pour ça qu'on a tout ce mobilier, on va dire, de bacs et de jardinières plantées, qui va nous permettre de créer cette ambiance d'intimisation aussi des espaces de terrasse par rapport, on va dire, aux riverains qui sont aussi là. Donc là, on voit bien la libération aussi, on va dire, des façades commerciales, de manière à pouvoir faire vraiment une promenade et faire du lèche-vitrine, tout simplement, sur cette place. Au niveau donc de cette place Gautier, tout ce mobilier, on l'a souhaité vraiment modulable, de manière à pouvoir, on va dire, le bouger, le déplacer, de manière à pouvoir organiser des événements, des festivités. Ça peut être le marché de Noël, le marché gourmand. Il peut y avoir, on va dire, différentes animations qui pourront être travaillées dans le cadre justement de concertation pour savoir quels sont les événements qu'on peut y organiser. Donc un rôle central pour cette place. Il y a aussi une réflexion qui est portée par un cabinet au sein de votre groupement sur les questions de lumière et d'éclairage, qui est un point important de l'aménagement de l'espace. Donc c'est l'agence ON qui nous accompagne. Là, on va dire qu'ils ont vraiment une importance parce qu'on a un éclairage qui est assez, on va dire, vieillissant, qui n'est pas très écologique aussi en termes de consommation, qui réverbère beaucoup la lumière sur les bâtiments, qui éblouit les logements. La volonté, c'est de repenser aussi l'éclairage public, d'apaiser l'éclairage en général, d'avoir une ambiance plus douce, une ambiance aussi plus sécurisante pour les habitants, et de pouvoir aussi animer. Donc là, c'est une vue sur la place Gautier où on voit ces petits lumignons, ces petits lampions qui viennent créer une ambiance assez agréable. Voilà. Et il y a tout un travail aussi, on va dire, de transition de la lumière par rapport aux temporalités. Quand est-ce que les commerces sont ouverts, pas ouverts, de manière à avoir des espaces agréables à tout moment de la journée. Donc un quartier animé du matin au soir, et la lumière qui vient en appui, surtout dans des saisons comme actuellement, aux différents moments de la journée, pour que celui-ci reste vivant malgré les conditions de lumière. On en a fini avec le sujet des espaces publics et de l'attractivité commerciale. Vous voyez comme les deux sont liés. Gwenola Rabier, je me tourne vers vous. Vous êtes maire adjointe en charge de la transition écologique et de la biodiversité urbaine. On a beaucoup parlé déjà de verdissement du quartier, on a parlé des espaces verts.
Néanmoins, au-delà de la qualité esthétique du quartier, qui est un point central, et de sa convivialité, quand on pense la ville fertile, puisque le mot a été utilisé en début de réunion, quand on pense cette ville fertile, quels sont ses avantages, comment la ville se saisit aujourd'hui de cet enjeu, comment ça va au-delà d'un défi esthétique, mais que c'est un défi beaucoup plus global et important pour vous? Oui, alors l'idée, c'est de réaffirmer encore une fois que la nature, c'est beau, mais c'est aussi très utile, et c'est particulièrement utile dans des villes denses, comme les Montrouge. Donc l'équipe municipale et les services de la ville s'attellent depuis plusieurs années à réintroduire cette nature en ville. On en a vu un très bel exemple avec les allées Jaurès. Et là, on poursuit cette action-là avec ce quartier, et avec des enjeux techniques un peu compliqués, parce que une partie du quartier est construite sur une dalle qu'on ne pourra pas faire de pleine terre, de planter en pleine terre absolument partout là on voudra, mais un certain nombre de solutions sont étudiées pour remédier à ça et permettre quand même le retour de cette nature en ville, et de tous les bienfaits qu'elle peut nous apporter en termes de qualité de l'air. Ça rejoint aussi l'idée de la limitation de la circulation aussi, parce que si on met des plantes et de la nature, c'est aussi pour améliorer la qualité de l'air, c'est pour avoir un espace apaisé. Et évidemment, il faut trouver de la place pour la mettre, cette nature. Donc c'est aussi une de ces raisons-là. Et puis, donc l'idée que nous avons et l'ambition que nous avons, c'est quand même de tripler les espaces végétalisés sur ce territoire, sur cette partie de notre ville, et de planter 200 arbres. C'est ce qui a été pour l'instant prévu et ce qui serait possible de faire. L'idée, bien sûr, c'est, au-delà de la lutte contre les changements climatiques, de diminuer la pression qui est imposée par les îlots de chaleur en été pendant les canicules, grâce à des arbres, grâce à cette atmosphère apaisée par les végétaux et leurs services, les services qu'ils nous rendent, et aussi de permettre à la biodiversité de se réinstaller parmi nous, grâce à le recours à des plantes qui sont identifiées, bien adaptées à notre territoire, et qui permettront de ce retour de la biodiversité. Et d'ailleurs, la ville de Montrouge, je fais un peu de publicité pour cette palette végétale que les services de la ville ont produit et qui est exceptionnelle, et que chacun d'entre vous peut utiliser à la maison, sur son balcon ou dans son jardin. Vous nous en dites un mot, en quoi ça consiste, le document? Alors c'est un peu grand, donc j'espère qu'on voit, et sinon, de toute façon, c'est sur le site de la ville ou à la mairie. Eh bien, elle est à l'envers. Voilà, maintenant, elle est à l'endroit. Eh bien, ce sont toutes les plantes qui sont adaptées à notre territoire et que vous pouvez planter chez vous en toute sécurité. Enfin, chez vous à l'intérieur, peut-être pas, mais à l'extérieur, sur un bout de votre extérieur, parce qu'elles ne sont ni allergènes, elles sont biodiversité friendly. Et surtout, elles seront heureuses dans notre environnement parce qu'elles y sont adaptées. Donc c'est retrouvé sur le site de la ville pour les gens qui s'intéresseraient, qui souhaiteraient aller plus loin sur ce sujet. Nathalie Mélin, comment on traduit ces ambitions de retour de nature en ville, de lutte contre les îlots de chaleur dans un projet urbain, avec en plus la contrainte, vous l'avez dit, de pas mal d'espaces qui sont sur dalle? Alors pour nous déjà, dans un premier temps, ça a été de désimperméabiliser, parce qu'on est vraiment sur énormément d'espaces minéralisés aujourd'hui, pour retrouver, on va dire, des surfaces importantes d'espaces verts qui vont nous permettre en même temps de récupérer un peu les eaux pluviales, mais aussi de pouvoir structurer et avoir véritablement une végétation, on va dire, importante au niveau des espaces publics. Donc là, on a une rue, on a l'avenue Péry, qui on voit très minéralisé, on voit un arbre, et demain, l'idée c'est quand même sur l'ensemble des espaces publics, bon là on a pris la rue Péry, c'est d'avoir 3 fois plus d'espaces verts, comme on le disait précédemment. Et là, on voit bien que les espaces, on va dire, qui étaient dédiés à la circulation, qui étaient très minéralisés, on en fait vraiment des espaces supports, d'espaces verts, de plantations, avec des vivaces, des graminées, toute une strate de végétation qui vont pouvoir, on va dire, renforcer l'ambiance de cet espace public, créer vraiment un contact plus important à la nature, pouvoir retrouver aussi le rythme des saisons en milieu urbain, ce qui est de plus en plus important pour se connecter, voilà, tout ça, et pouvoir aussi tout simplement avoir ces strates de végétation qui vont attirer la biodiversité en ville jusqu'aux portes de Montrouge.
On a également, donc, je ne peux pas passer la slide d'après. Voilà, donc là, c'est juste pour faire un bilan. Donc, à travers tous les espaces publics, on a essayé de tous les planter. Effectivement, on a des espaces publics sur Dalle qui nous ont donné un peu de fil à retordre, puisque justement, on crée, on va dire, des bacs jardinières qui vont nous permettre de planter des arbres de petite taille, mais qui vont quand même participer quand même à ce cadre de vie, voilà, cette biophilie, on appelle ça, voilà, pour se sentir bien dans les espaces. On a donc des espaces de pleine terre sur les rues Ginoux, Péry, qui vont pouvoir être plantés d'arbres assez denses. On est plutôt sur des notions de futaies. On va mettre des arbres assez proches, finalement, pour créer une véritable densité végétale. Et avec la volonté de planter quand même sur le projet 200 arbres, dont certains arbres qu'on souhaitera avoir des arbres monuments, c'est-à-dire des arbres qui seront de grande taille déjà à la plantation, pour qualifier les places et donner une véritable ambiance végétale aux places. La ville-jardin, pour nous, c'est également, on va dire, pouvoir repenser quand même ces cœurs d'îlots. Aujourd'hui, on a des squares qui sont, pour nous, insuffisamment, on va dire, utilisés. Ils ont la fonction, on va dire, de passage. Donc, on va véritablement, dans le projet, en tout cas, c'est comme ça qu'on les avait pensés, garder des traverses de jardin, c'est-à-dire des allées accompagnées de végétation. Mais c'est pouvoir aussi, on va dire, donner plus de valeur à ces espaces de square, ces espaces existants, pour créer, on va dire, des espaces de permaculture, d'agriculture urbaine en ville, qui nous permettent aussi de prendre un peu connaissance de l'environnement, voilà, de l'évolution de la nature, de la production. On a imaginé donc que c'était des espaces, on va dire, légèrement clôturés, quand même, pour protéger cette production. Et pourquoi pas, on va dire, être encadrés par des spécialistes en agriculture urbaine. Pouvoir, par exemple, produire des herbes aromatiques, ça pourrait être intéressant, ou des fleurs, pour inscrire ça dans un circuit court, par exemple, par rapport au restaurant. Ça pourrait être assez intéressant. Mais tout ça reste encore, on va dire, à mener dans le cadre de concertation et d'échanges, voilà, avec la population. Ça veut dire que ces jardins aujourd'hui, qui sont simplement des jardins de passage et d'agrément, pourraient devenir demain des espaces plus actifs et de partage pour le quartier? Oui, et plus vivants aussi, plus animés en fonction des périodes et des saisonnalités, et créer vraiment un vrai contact, un vrai lien peut-être avec tout le tissu économique aussi, et la restauration par exemple existante. Voilà, on est un peu sur ces pistes-là aujourd'hui. Merci Nathalie Mélin pour ces précisions sur les questions de nature en ville. Alors je reçois quelques questions sur la tablette qui me connecte à vous en ligne. Je vois que déjà plusieurs dizaines de questions sont posées. Donc ça veut dire que le projet fait réagir, vous intéresse, vous questionne, et c'est tout le sens de cette réunion publique. C'est pour ça qu'on a voulu la tenir malgré la distance. Je vais me tourner vers Iris Degnaud qui est en régie pour prendre peut-être une première série de questions à laquelle on pourra répondre ensemble. Je précise d'ores et déjà qu'on va essayer de répondre évidemment à l'ensemble des questions qui sont posées. Elles sont nombreuses, d'en regrouper certaines, de les prendre, si certaines questions sont semblables, de les prendre ensemble. Également, si jamais certaines questions, les réponses demandent encore des précisions et que vous souhaitez avoir plus de précisions, il y a une plateforme qui a été mise en ligne aujourd'hui sur laquelle vous pouvez d'ores et déjà contribuer par thématique, poser vos questions. Et on aura en complément de cette réunion de public de présentation générale du projet des ateliers thématiques qu'on vous rappellera à la fin de la séance, mais qui permettront de travailler chacune des questions de manière plus en profondeur. Donc on va essayer de ne pas faire de frustrés, mais je vois que les questions sont nombreuses, donc je vous propose qu'on écoute Iris. Est-ce que, Iris, vous pouvez nous donner déjà quelques questions, quelques remontées de questionnement ou de contributions du public qui nous suit en ligne? Oui, bonsoir. Donc effectivement, il y a de nombreuses questions. Il y en a plus de 50 pour l'instant. Donc plusieurs questions posées par Marie-Ange. Les travaux seront-ils stoppés à une heure raisonnable afin de permettre aux riverains de se reposer? Avez-vous un plan précis du carrefour Ginoux-Péry avec fil de présélection, bus tournant à gauche? Et comment allez-vous gérer l'arrêt Gabriel de Guerchy, 3 lignes de bus, 126, 128 et 68, si la chaussée est réduite à un couloir? Avez-vous prévu des emplacements pour les quarts des hôtels de la rue Gabriel-Ferry? Une troisième question, et puis peut-être on va y répondre. Et les pistes cyclables de ce nouveau quartier Péry-Ginoux sont-elles bien séparées et différenciées des trottoirs piétons? Qui est une question qui revient très régulièrement.
Alors peut-être d'abord sur la question des travaux, sur la manière dont sont organisés les travaux sur un projet comme celui-ci. Monsieur Oberlé, peut-être, est-ce qu'on sait déjà comment seront organisés les travaux planifiés dans le temps? Il y a un cadre réglementaire qui s'impose, je suppose. Alors, à ce stade, le phasage général des travaux n'est pas connu puisqu'il sera travaillé sur la base du projet qui sera arrêté à l'issue de la concertation et des phases d'études qui suivront. Néanmoins, l'ensemble des travaux respecteront évidemment les horaires qui sont prévus dans les arrêtés à cet effet, qui sont les horaires habituels de chantier du lundi au vendredi et le samedi. Monsieur le maire. Un petit complément, effectivement, on attend le résultat de la concertation, mais il y aura un phasage évidemment et il tiendra compte aussi des projets alentours. Il y a un projet dont on n'a pas parlé, mais qui est lié à ce projet-là, c'est l'aménagement de la RD 920, donc l'ancienne Nationale 20, depuis la Vache Noire jusqu'à la Porte d'Orléans. Le conseil départemental des Hauts-de-Seine, puisque c'est une voie départementale, en sera le maître d'ouvrage. Et donc, ce qui est aujourd'hui une autoroute urbaine va être transformé en boulevard urbain. Et donc, une partie du projet qu'on a présenté, du projet des Portes de Montrouge, est liée à cet aménagement. Et évidemment, le phasage qu'on va décider tous ensemble, il tiendra compte de cet autre projet. Et donc, on commencera vraisemblablement par la partie située du côté de Ginoux, et puis on progressera vers la 920 pour arriver à faire coïncider les deux projets afin qu'il y ait la meilleure cohérence possible, en respectant évidemment la quiétude des riverains. Justement, sur cette inquiétude des riverains, et peut-être pour approfondir cette question des travaux, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y aura pas, sur l'ensemble des aspects qu'on a montrés ce soir, des travaux en même temps partout dans le quartier. C'est ça que vous nous... Oui, bien sûr, il y aura un phasage, comme dans tous les projets de cette envergure. Après, voilà, je crois qu'on n'en est pas encore là à définir précisément quelles seront les plages de travaux, mais on progressera étape par étape, bien entendu. Monsieur Mouly, sur les sujets de mobilité, peut-être, il y avait deux questions, une question sur les pistes cyclables, peut-être, et puis après cette organisation, le plan de Carrefour Péry-Ginoux, sur comment il est organisé, notamment sur la répartition de la voirie avec les bus, puisqu'il y a aussi effectivement les transports collectifs qui traversent ce quartier. Alors, tout d'abord, sur les pistes cyclables, il faut savoir que dans le projet, j'en ai parlé tout à l'heure, on sera en sécurité, c'est-à-dire que concrètement, vous aurez un décrochage entre la voie et la piste cyclable. Ils ne seront pas à la même hauteur. Et de l'autre côté, vous aurez des bandes plantées. Donc ça, c'est la première question. Donc, foncièrement, les pistes cyclables seront clairement sécurisées. La deuxième question sur le carrefour. Le carrefour, effectivement, nous sommes en lien étroit avec la RATP, justement pour analyser la fréquence des bus et trouver justement la meilleure option possible pour que le quartier, effectivement, ne soit, un, pas privé de bus, et que, deux, ça fonctionne. Mais j'en rajoute, simplement pour dire que, bien évidemment, pour arriver à cet aménagement-là, il y a une étude qui a été faite. Et une étude de circulation, une étude d'impact de circulation. Donc, concrètement, aujourd'hui, on se sert de l'étude et le projet qu'on présente fonctionne. Alors, il y a quelques pistes à voir, notamment avec le département, notamment avec la RATP, mais c'est justement le but également de la concertation, c'est d'avoir les retours et de pouvoir y répondre. Merci. Merci à vous. Donc, deux réponses précises sur ces sujets-là, piste cyclable sécurisée et le projet qui répond déjà aux études de trafic qui ont été menées et qui continue à être affiné avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le projet et grâce à cette concertation. Iris, je vous redonne la parole en régie pour d'autres questions qui sont posées. Oui, alors on a une question sur les parkings à vélo sécurisés, comme on commence à en voir dans Paris. Est-ce que vous envisagez d'en mettre ? Ne pourrait-on pas utiliser la place Théophile Gautier pour y implanter 2 fois par semaine un marché bio de maraîchers d'Île-de-France ? Où seront ces fameux espaces de jardin nourriciers ? Alors, 3 questions distinctes sur lesquelles on répond. Monsieur le maire, peut-être d'abord sur les parkings à vélo. Oui, je veux bien répondre à cette bonne question. D'ailleurs, je note que les questions sont des bonnes questions. Alors, donc sur les vélos, c'est fondamental, puisque comme l'a dit Paul-André Mouly, les pistes cyclables, la piste cyclable qui sera sur l'avenue Henri Ginoux sera une piste en site propre, dans les deux sens, qui permettra de rentrer depuis Paris et de sortir de Montrouge pour aller vers Paris.
Et donc la question des parkings à vélo est fondamentale. Il faut savoir que l'un des freins à l'achat d'un vélo, pour les franciliens en général et pour les Montrougiens sans doute aussi, c'est le vol de vélo. Parce qu'on se fait voler, comme il y a de plus en plus de vélos dans l'espace public, évidemment on se les fait voler. Il y a des filières, etc. Donc il faut réfléchir à cette question-là. Donc nous on a déployé, on l'a fait beaucoup pour les allées Jean Jaurès, des arceaux à vélo. On en a mis beaucoup dans l'espace public, mais c'est pas suffisant, parce que même si on met son vélo sur un arceau, on peut se le faire voler. Donc on est en train de réfléchir avec Vallée Sud, Grand Paris, le territoire dont Montrouge fait partie, à des solutions de parking à vélo sécurisé. Ça s'appelle, alors la région en propose, s'appelle Véligo, et on va en faire spécialement avec d'autres spécial territoires, si je puis dire, et on va les financer, on va réfléchir à la manière dont on les installe. Il y a un Véligo qui est prévu, programmé, dans le parking souterrain de la place Crespe. Donc on va transformer quelques places de véhicules en parking à vélo sécurisé, et ça permettra pour ceux qui voudront prendre le métro, par exemple, de venir poser leur vélo à la journée en toute sécurité, surtout quand il faut savoir aussi qu'il y a de plus en plus de vélos électriques maintenant qui se vendent, et c'est un vrai moyen, ça remplace la voiture pour faire le domicile-travail. Donc les vélos électriques, ça coûte une certaine somme et les gens sont très attachés à leur achat. Voilà. Et donc dans le quartier Ginot-Gautier, il faudra sans doute qu'on trouve aussi des espaces pour positionner des parkings à vélo sécurisés, Véligo ou territoire, on verra, souterrain ou pas. Quand c'est dans l'espace public, c'est moins beau. C'est pas très beau. Alors il faut peut-être trouver un moyen de l'habiller, peut-être sur les places qu'on a imaginées, en continuité des kiosques dont on a parlé. Enfin, il faut réfléchir, mais c'est un vrai sujet. Donc il faut apporter des réponses pour les usagers du vélo, pour encourager le vélo, parce que le vélo, c'est vraiment l'avenir. Je dis juste un chiffre. Aujourd'hui, en Ile-de-France, 3% des gens utilisent le vélo pour se déplacer. À Copenhague, au Danemark, c'est 60%. Donc on a de la marge. On a un peu de chemin à faire encore pour devenir des villes durables. Une question sur la place Gautier, justement, sur le marché bio, le marché des producteurs, c'est une idée? Monsieur Carré, peut-être, sur ce sujet. Tout à fait. On en a parlé là, tout à l'heure, il n'y a pas longtemps. Ouais, on parlait de la mise en place d'animation, notamment un marché. On avait parlé avec les commerçants de faire un marché des saveurs. Alors pourquoi pas un marché bio? Maintenant, un marché bio, il faudra avoir la fréquence. J'ai entendu parler d'1 à 2 fois par semaine, ça fait peut-être beaucoup. Mais effectivement, on pourra mettre ce type de marché sur le centre de cette rue Théophile Gautier. Et en plus, ça ne fait pas de bruit. Nathalie Melin, c'est les aménagements modulables dont vous parliez rendent possible justement ce type de programmation? Complètement. C'est vrai que le côté, on va dire, contrariant du parking souterrain et du système sur dalle permet quand même d'avoir justement tout ce mobilier qui est véritablement transportable, modulable et qui permettrait complètement de pouvoir organiser ce type de manifestation et puis d'organisation de marché. La troisième question, Iris, vous nous la rappelez s'il vous plaît, que vous nous aviez partagé à l'instant sur c'était sur les emplacements nourriciers. Pardon, merci. J'avais pas fini de noter ce point-là. Sur les emplacements nourriciers, peut-être nous dire justement quelles sont leurs fonctions et la manière dont vous voyez les choses pour préciser ce qui a été présenté. Ce qui est étudié, c'est plutôt dans les 2 squares préexistants. Un réaménagement de ces squares pour pourquoi pas faire une petite place ou une place plus grande à l'agriculture urbaine. À des projets d'agriculture urbaine, donc pourquoi pas des essences aromatiques. L'idée, c'est évidemment de ne pas créer des activités dans ces squares qui soient trop bruyantes parce que leur localisation par rapport aux immeubles fait un peu caisse de résonance. Donc l'idée, c'est de trouver des activités apaisées dans ces lieux-là et qui constituent des îlots de biodiversité, des pauses de nature. Voilà. Mais il y aura une concertation, évidemment, sur ces sujets-là et un atelier en décembre. Nathalie Mélin, c'est des choses qu'on voit ailleurs dans d'autres quartiers, d'autres territoires? Comment c'est Oui, pris en charge, ces complètement. sujets-là? C'est vrai que les espaces, on va dire, d'agriculture urbaine fleurissent partout sur le territoire, dans le cadre, on va dire, de projets de renouvellement urbain, mais aussi dans le cadre de nouveaux projets d'architecture, de zones d'activité, on va dire, existantes. Enfin, on les voit fleurir partout et c'est vrai que faire une ville, on va dire, jardin, une ville fertile, c'est aussi ne pas oublier ce point-là, on va dire, de ces éléments.
Monsieur le maire, justement, ce point-là est prioritaire. Juste un mot sur l'agriculture urbaine qui vient d'être évoquée. On a déployé depuis plusieurs années un grand projet d'agriculture urbaine et il y a des jardins partagés dans presque tous les quartiers de la ville. Dans le Vieux-Montrouge, il n'y en avait pas jusqu'à aujourd'hui. Et donc les îlots qu'on va aménager et dédiés à l'agriculture urbaine seront ces premiers jardins partagés. Et on peut très bien imaginer que demain, ce qui sera cultivé là pourra être soit utilisé, pourquoi pas, par les commerçants. Je connais une commerçante qui cultive ses aromates dans un des jardins partagés de la ville. Donc, comme là, on a des restaurants, ils pourront aller. Et puis, le marché bio, c'est une très bonne idée. On a une AMAP qui marche très bien à Montrouge, dans le quartier de la Marne. Et pourquoi pas une autre ici, à cet endroit-là. Donc, tout ça participe de l'agriculture urbaine et de la, comme disait Gwenola Rabier, du retour de la nature en ville. Et c'est vraiment un vrai besoin exprimé par les Montrougiens et ça marche très fort. Noté. On prend à nouveau 3 questions en régie, Iris. Oui, alors on a des questions sur la sécurité. Est-il prévu de sécuriser la rue Théophile Gautier la nuit afin d'éviter les trafics en tout genre et les bandes? Quel sera l'aménagement des squares purement piétons et fermés la nuit? Et on a une question sur l'animation dans les allées Gautier, avec la question du bruit pour les riverains qui pourrait être dérangé le soir. Alors sur la sécurité peut-être, comment ce projet participe aussi à la sécurisation de l'espace public et comment on anticipe ces sujets-là? Revoir un quartier, c'est aussi se poser cette question-là, monsieur le maire. Oui, alors la question de la sécurité en ville et dans ce quartier en particulier, on peut la résoudre à partir du moment où on aménage la ville et on crée une convivialité. C'est parce que le quartier sera occupé, parce qu'il y aura des terrasses, parce qu'il y aura des commerçants, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui circuleront, que le quartier sera apaisé. On l'a vu avec, par exemple, tout ce qu'on a aménagé autour de la place de l'Hôtel-de-Ville et sur les allées Jaurès. Le fait de reconquérir les espaces, de les rendre de qualité et d'avoir une vie en permanence, ça permet de pacifier à la fois les usages, c'est-à-dire les incivilités, mais aussi la sécurité tout simplement. Après, il y a tout le travail qu'on a évoqué sur l'éclairage public, le fait de, si c'est bien éclairé, si c'est apaisé, effectivement, ça participe à la sécurité. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur la circulation, apaiser aussi la circulation, ça participe de cette sécurité. Voilà. Donc tout ça, c'est des éléments, c'est des éléments d'un ensemble qui font qu'on va apaiser et sécuriser la ville. Évidemment, comme dans tout l'espace public et comme toute la ville, et pas seulement à Montrouge, il y a des incivilités et il faut essayer de lutter contre cela. Mais je pense que l'idée, c'est d'avoir une ville ouverte. Une ville ouverte, une ville généreuse, une ville conviviale. Et c'est ça qui participe aussi de son apaisement. Voilà. Sur l'aménagement des squares, alors c'est peut-être un peu tôt, on aura des ateliers pour préciser tout ça et puis un projet final qui sera présenté suite à la concertation. C'est tout le sens de la concertation. Est-ce qu'on sait déjà comment ce sera aménagé, si ce sera fermé la nuit, etc. Nathalie Mélin, quel regard vous avez là-dessus? Donc l'idée dans le cadre du concours auquel on a répondu, c'était de garder le fonctionnement existant, c'est-à-dire d'avoir des traverses qui sont, on va dire, fermées à des heures, surtout pour la nuit, pour que les riverains soient, on va dire, tranquilles et dans le fonctionnement qui existe aujourd'hui. Voilà, donc après, c'est des sujets qui peuvent être ouverts à discussion dans le cadre des concertations publiques qui vont être menées, voilà, pour pouvoir savoir l'avenir qu'on va donner finalement à ces espaces-là. Sur le bruit, puisque c'était le 3e point qui nous était posé, le bruit lié à l'animation. Alors forcément, animer un quartier, le rendre plus convivial, ça peut aussi avoir des impacts pour ceux qui vivent immédiatement le quartier. Comment ce point-là est pensé? Les animations seront travaillées en concertation, mais c'est déjà un point qu'on anticipe au stade de la conception du projet. Monsieur le maire, là-dessus? Oui, sur le bruit, bon, évidemment, c'est un quartier commerçant, c'est un quartier animé, et il y a plusieurs types de bruits. Donc les bruits, par exemple, ceux de la circulation, ils vont être, on va les réduire, puisqu'on roulera à 30 à l'heure, il y aura des vélos, il y aura moins de circulation, en tout cas, elle sera nettement régulée, nonobstant le fait qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques qui vont se développer. Vous savez que les bus vont passer à l'électrique, certains le sont déjà et le 68 le sera bientôt. Donc toute cette circulation va être moins bruyante. Ensuite, il y a les bruits de la ville, même les bruits des commerces, mais ça existe déjà, et je crois que ça participe aussi de la qualité de vie. C'est un quartier animé, c'est un quartier très dense, et donc le fait aussi de choisir et de multiplier des éléments de mobilier urbain, et notamment des
des plantations avec des arbres dans les espaces où on peut les planter et de la végétalisation par ailleurs, ça aussi, ça va atténuer, ça va amortir le bruit. Voilà, c'est tout un tas d'éléments qui vont permettre d'apaiser les choses. Néanmoins, c'est vrai que, comme on l'a dit, la morphologie du quartier, et notamment la manière dont il a été construit, notamment sur la place Gautier, fait que c'est vrai que c'est une caisse de résonance. Donc tout ce qui pourra être fait pour atténuer le bruit sera bienvenu, mais on ne va pas changer la morphologie de ce quartier. Il est comme il est, et on est en pleine ville, et on est à 2 minutes de Paris et du périphérique. Effectivement, je pense qu'on a répondu aux 3 points qui nous étaient cités. D'autres questions, d'autres sujets à partager avec les internautes? Oui, là encore, il y a plusieurs personnes qui posent des questions à la fois sur les thématiques de circulation et de stationnement. Donc on a Nouma qui demande où vont se garer les automobilistes de passage et ceux qui n'ont pas de place de parking. Il y a Fab qui demande l'actuel jardin des Oliviers dispose actuellement de chicanes pour éviter les scooters, par exemple. Seront-ils conservés pour éviter les nuisances liées aux scooters? Ensuite, on a la question comment organiser le stationnement pour les véhicules de livraison, pour décharger sa voiture, si besoin pour les riverains. Et comment lutter contre la circulation sauvage des véhicules 2 roues motorisés, qui là encore est une question qui revient régulièrement. Alors, plusieurs questions. Monsieur Mouly, peut-être je me tourne vers vous sur les sujets de circulation. Vous nous en avez dit un mot, notamment en matière de stationnement dans votre propos introductif. Peut-être nous rappeler ces éléments-là, nous dire comment les choses sont pensées, et puis avoir un zoom peut-être sur les automobilistes de passage et les livraisons. Comment ça vous paraît être important de gérer ces points-là? Alors, oui, moi je vais simplement répondre sur effectivement 2 questions, et puis je laisserai les places de livraison à M. Carré. Sur le stationnement, il faut bien différencier 2 choses, le stationnement résidentiel du stationnement de passage. Aujourd'hui, le stationnement de passage, on a 25 places libres dans un parking souterrain à côté. Donc, on va rendre ce parking en horaire, et donc les gens vont pouvoir aller se garer en horaire. Encore une fois, on a, je le répète, entre souterrain et aérien, le même nombre de places qu'aujourd'hui. Effectivement, ce ne sera pas en aérien, mais ce sera, en tout cas, on a le même nombre de places. Donc ça, c'était la première question. Deuxièmement, la circulation pour les 2 roues, dont effectivement il avait été question dans une des questions. L'aménagement de la place va rendre la circulation des 2 roues plus complexe. C'est-à-dire qu'on voit bien que le réaménagement de la place en tant que telle, et notamment des rues, va tout simplement faire qu'il y aura un peu moins d'incivilité. En tout cas, c'est notre souhait. Voilà. Le fait que ces équipements modulables soient placés notamment sur la place Gautier au centre va rendre de fait plus difficile de traverser la place. Sur les sujets de livraison, quelqu'un veut peut-être donner des éléments de précision, Monsieur Carré, sur ces points-là? Oui, alors concernant les livraisons, il y aura évidemment des places de livraison, vu le nombre de commerces que nous avons sur la rue Théophile Gautier et autour. Donc il est prévu actuellement 2 places de livraison sur Ginou, une qui va se trouver à peu près au niveau de la laverie et une autre au niveau de la PMI. Concernant Gabriel Péry, il y aura une place également. Alors j'entendais tout à l'heure de place de stationnement aussi pour les cars. Bon, il y aura une place de livraison qui sera là, donc d'un côté ou de l'autre de la rue Amaury-Duval. Donc comme on a un hôtel de part et d'autre, donc ça pourrait coller. Et puis rue Bouzeret, il est question de mettre 1 ou 2 places. Moi, personnellement, si on peut en mettre qu'une, une place de livraison, ce serait bien, parce que qui dit place de livraison dit place de stationnement, donc en moins. Et concernant les livraisons sur la place, donc elle se fera par l'entrée l'avenue Aristide Briand, avec des petits véhicules, puisqu'il faut bien livrer les commerces qui se trouvent sur la place, et ce sera bien sûr réglementé au niveau des horaires. Très clair sur les livraisons. Monsieur le maire, vous voulez compléter? Oui, la question du stationnement, comme ça vient d'être indiqué, elle est au cœur du projet. L'objectif, évidemment, comme on l'a dit, c'est de reconquérir la place de la voiture pour la redonner à la promenade, aux terrasses, aux piétons, à la qualité de vie. Alors, ce sujet-là, il est sur ce quartier, mais sur l'ensemble de la ville de Montrouge, puisque, comme je le disais tout à l'heure, plus de la moitié de l'espace public est occupé par les voitures. Donc c'est une évolution qui est inscrite dans la transition qu'on est tous en train de vivre à l'échelle de la métropole. Et comme le disait Pierre-André Mouly, aujourd'hui, il y a des places de parking souterrains sous ce quartier qui sont inutilisées. Donc il s'agit de
de les identifier, ce qu'on a fait, et puis de les rendre accessibles. Mais évidemment, on se rendra... Il y a moins de place pour se garer et faire ses courses. Mais c'est plus ça qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, 80% des Montrougiens, ou même peut-être davantage, font leurs courses à pied. Donc, et dans ce quartier, évidemment, on fait ses courses à pied. Et j'ajoute aussi que pour se rendre à Montrouge, pour ceux qui ne sont pas montrougiens, il y a des transports en commun. On a parlé des lignes de bus. Il y en a 3, on en a parlé, qui desservent spécifiquement ce quartier-là, plus le métro qui est à quelques mètres. Voilà, donc on a une offre d'accessibilité qui ne dépend plus que de la voiture. Et je pense qu'il faut gérer et assumer cette transition nécessaire pour faire un quartier qui soit beau, convivial et animé. Merci pour ces compléments. Iris, à nouveau en régie, je me tourne vers vous. Nouvelle question, nouvelle thématique à aborder. Oui, donc on a des questions sur la ville fertile et la végétalisation de ces espaces publics. Que vont devenir les arbres actuels ? Est-ce que les nouveaux arbres seront jeunes et chétifs comme sur l'avenue Jean Jaurès et qui donc ne permettent pas de lutter contre les îlots de chaleur, ou bien seront-ils déjà grands comme sur les perspectives présentées ? Merci. J'en profite au passage pour dire qu'il y a de nombreuses remarques qui remercient de ce live et qui encouragent les projets. Il y a une deuxième question d'un Montrougien qui est: est-il prévu une concertation avec les copropriétés qui possèdent des raies de jardin sur Théophile Gautier afin d'être complémentaires à la végétalisation prévue ? Et enfin, une troisième question: les riverains auront-ils accès aux îlots de verdure ? De Joël. Alors, plusieurs questions sur la ville fertile et peut-être d'abord sur le sujet des arbres, qui est bien sûr toujours un sujet de préoccupation légitime. On parle des arbres, on a vu des images dans le film. Comment on a pensé ce sujet-là ? Est-ce que les arbres seront déjà des arbres de taille importante qui auront les effets de lutte contre les îlots de chaleur ? Comment ça a été imaginé ? Peut-être Gwenola Rabier sur ce point ? Alors, l'idée, c'est évidemment de ne pas supprimer des arbres qui seraient en bonne santé et qui remplissent tout à fait leur action d'ombrage et d'hôte à biodiversité. Donc, d'hôtel à biodiversité. Donc, non, nous allons conserver les arbres, sauf s'il s'avérait que le diagnostic phytosanitaire rende compte d'un mauvais état de leur part. Donc, voilà, donc l'idée, effectivement, c'est de coller aux images et de planter des arbres qui soient les plus grands possibles, dans la limite du raisonnable, parce qu'il faut aussi que ça pousse. Et puis aussi, il ne faudra pas que les vitrines soient totalement masquées par des végétaux. Donc tout est une question d'équilibre, mais l'idée, c'est quand même de planter 200 arbres. Mais ce n'est pas d'en enlever 200 pour en planter 200. C'est d'en planter 200 de plus. Nathalie Mella, on peut arriver sur un projet avec des arbres déjà de taille importante ? Oui, on peut arriver avec des arbres de taille importante. L'idée pour nous, quand même, c'est d'avoir différentes forces d'arbres, c'est-à-dire qu'on joue un peu sur les différentes tailles et maturité, finalement, des plantations qu'on va y mettre. C'est vrai qu'un arbre parfois plus petit a aussi un développement plus rapide. Un arbre plus grand, prend plus de temps finalement à trouver ces bonnes conditions pour s'installer. Donc on est là, on ajuste et on joue un peu de toutes ces, on va dire, ces typologies d'arbres, on va dire ces forces d'arbres, pour créer un paysage le plus, on va dire, fidèle finalement aux images qu'on va présenter. Alors ça, c'est des perspectives à terme, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours une densité végétale qui donne véritablement un impact au départ. Et la Compagnie du paysage est assez connue pour ça, pour créer des espaces, on va dire, qui dégagent tout de suite des véritables ambiances à la plantation. Donc, possibilité d'arriver de fait avec déjà des arbres assez conséquents et importants. Monsieur le maire, ce sujet est important. Oui, non, mais le sujet des arbres est un sujet passionnant, sensible, et sur lequel on est évidemment très, très attentif. Mais je réagis juste parce que j'ai entendu que les arbres de Jean Jaurès étaient chétifs. Non, il y a de très beaux arbres qu'on a plantés à Jean Jaurès. Certains sont de très belle taille. Ceux qui sont sur la place, d'ailleurs, Jean Jaurès, sont magnifiques. Et on a veillé, évidemment, un arbre, quand on le plante, même s'il est grand, il a vocation à grandir. Juste un mot parce que c'était un sujet du précédent mandat, mais les fameux platanes des allées Jean Jaurès, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur ces platanes ? Or, on les a transplantés, ce qui était au départ une gageure. Tout le monde nous disait, vous n'y arriverez jamais, ils vont mourir. Mais allez les voir, ces platanes, ils sont magnifiques. Et on en a sauvé la plupart. Voilà. On n'en a coupé qu'une quinzaine, parce que soit ils étaient en effet malades, soit ils étaient
parfois mal placés. Mais donc on a aujourd'hui à Jean Jaurès, et ça sera le cas sur Gino Gauthier, non seulement on va conserver les arbres qui sont là, quand c'est possible, quand c'est nécessaire, et on va en planter d'autres, 200, qui seront magnifiques et qui pousseront et qui contribueront comme disait Gouenola, à lutter contre le réchauffement climatique et contre la chaleur qui arrive. Sur la question un peu plus précise des copropriétaires qui ont un accès en rez-de-jardin, comment le dialogue va être mené avec eux? Est-ce qu'ils vont être associés dans le cadre du projet? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là, peut-être Damien Oberlé, sur les manières dont on a prévu de les associer? Oui, effectivement, il faut qu'on construise un dialogue avec les copropriétés dans les semaines qui arrivent. C'est effectivement nécessaire pour différentes raisons. Il y a le sujet des rez-de-jardin. On a aussi été sollicité par quelques copropriétés qui observent des problématiques d'étanchéité sur la dalle des parkings, sur lesquels il faut qu'on se mette d'accord sur les limites de prestations et surtout des sujets de planning qui viendront assez vite quand les études avanceront. Et donc, il y a d'autres sujets aussi. Vous avez vu que l'éclairage public est en partie accroché sur façade, donc ça nécessitera nécessairement qu'on vienne rencontrer les copropriétés, qu'on sollicite l'avis et qu'on en tienne compte dans la poursuite des études techniques. Donc c'est effectivement une phase qui s'ouvre à nous et qui est absolument incontournable. Très clair, merci Damien. Sur les aspects d'accessibilité des îlots, alors on a les îlots fertiles, est-ce qu'ils seront accessibles aux habitants du quartier, aux copropriétaires notamment? Je pense que le but c'est que ce soit ouvert, mais monsieur le maire peut-être pour répondre clairement à cette question. Oui, enfin, ils le sont déjà. Demain, ils seront productifs, donc dédiés en tout ou partie à l'agriculture urbaine notamment. Ce qui marche dans les jardins partagés ailleurs, dans les autres quartiers de la ville, c'est que ce sont des associations qui sont constituées et, donc par des riverains. Et ces associations sont chargées de gérer ces îlots. Donc, effectivement, là, il y a une discussion et un investissement des riverains dans la gestion de ces îlots, chacun trouvant, à travers le partage de parcelles, le moyen de s'exprimer, de bénéficier, de s'épanouir par cette agriculture urbaine. Il nous reste une vingtaine de minutes. On va prendre encore une ou deux séries de questions, s'il y en a encore, mais il me semble que c'est le cas. Iris, je vous écoute. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de toutes les traiter ce soir, mais elles seront traitées par ailleurs. Donc il y avait effectivement beaucoup de questions sur l'éventuelle réflexion du parking et les impacts des travaux sur l'imperméabilité du parking que vous avez mentionné, monsieur Oberlé. Une question sur la réflexion des auvents. Est-ce que la réflexion des auvents fait partie du projet? Quels leviers sont envisagés pour renforcer l'offre commerciale du quartier dans le contexte économique actuel? Est-ce que... Encore une peut-être? Encore une peut-être. Une question qui est: quelles sont les études qui ont été réalisées? Ah oui, pardon. Une question sur les bancs qui ont été posés. Ils ont été démontés une première fois à cause de bandes. Ne risquons-nous pas la même chose pour l'ensemble du quartier? Alors, plusieurs questions sur les espaces publics. D'abord, peut-être sur les questions du parking et d'imperméabilité du parking. C'est un sujet qui est traité actuellement. Damien Oberlé, comment c'est pris en compte et quel lien avec le projet directement? Alors, la première étape, ce sera qu'on puisse déjà déposer les sols existants, puisque aujourd'hui, on est sur une sorte de millefeuille. La place Gauthier et la rue Gauthier sont effectivement situées sur des parkings souterrains qui sont privés, dont la propriété arrive normalement jusqu'au-dessus de l'étanchéité. Et le volume qui appartient à la ville se situe au-dessus de l'étanchéité. Donc la première étape, ce sera de déposer les sols, de faire le diagnostic de l'étanchéité qu'on trouvera en dessous de ces sols, d'évaluer ensuite quels sont les travaux nécessaires pour que l'étanchéité soit parfaite, ce qui n'est manifestement pas le cas en tout point aujourd'hui, et ensuite qu'on puisse reconstruire des sols qui ne portent pas atteinte à l'étanchéité qui aura été rénovée. Merci. Une personne posait la question des auvents. Je pensais la référence aux marquises du linéaire commercial. Nathalie Mélin, dans le projet, vous prévoyez justement de les déposer, il me semble.
Oui, dans le projet, c'est vrai qu'au niveau de l'analyse, c'est des marquises qui sont, on va dire, d'une écriture un peu vieille et qui posent pas mal de problèmes de dégradation, on va dire même de saleté, hein, tout simplement, et puis même de sécurité. C'est ce qui est remonté des concertations avec les commerçants. L'idée, c'est vraiment de les enlever, parce que c'est des éléments, on va dire, qui ne sont pas nécessaires, parce que les bâtiments créent déjà un débord qui viennent protéger les commerces. Et de les enlever, ça nous permet quand même de retrouver plus de lisibilité sur les façades des commerces, qui aujourd'hui sont un peu contraintes à cause de ces marquises, de laisser finalement les anciennes sur leurs vitrines, plutôt assez basses. Et donc, de les enlever, ça va permettre, on va dire, de remettre les enseignes plus hautes et de dégager de véritables espaces de vitrines qui vont valoriser l'intérieur des commerces. Merci. Une question un peu transverse dont on pourrait parler certainement très longtemps sur les leviers de développement et d'attractivité du quartier, d'attractivité commerciale dans ce contexte de crise sanitaire et peut-être économique. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur ce sujet, Monsieur Carré? Pendant cette période difficile, c'est pas évident, mais bon, de cette crise, on va en sortir un jour, j'espère, le plus rapidement possible. Alors, c'est vrai que c'est plus difficile, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce quartier il va être rénové. Donc c'est un quartier qui va fatalement attirer les commerçants. Bon, déjà sur Montrouge, on n'a pas trop de soucis pour faire venir les commerçants sur notre ville, mais là de rénover cette rue Théophile Gautier, Ginoux, tout l'environnement, ça va servir à revaloriser déjà les commerces qui sont en place et fatalement en faire venir d'autres. Monsieur le maire, pour compléter sur cette attractivité. Oui, pour prolonger ce que vient de dire Patrice, évidemment, le fait de rénover le quartier et de le rendre plus beau, ça va tirer vers l'ensemble des commerces. Il n'y a qu'à observer ce qui s'est passé sur les allées Jean Jaurès. Sur la plage Jean Jaurès, il y avait peu de commerce, ou en tout cas il ne se passait pas grand-chose. Et il y a à la fois le restaurant Simone qui s'est installé avec sa terrasse. Chacun d'ailleurs des restaurants alentours, le Rouge-Gorge et le Rond-Point, ont développé des terrasses. Et on voit bien que finalement l'aménagement de qualité attire et permet de développer de nouveaux commerces. Idem sur la place de l'Hôtel de Ville. Il y avait avant des petites terrasses qui étaient, notamment celle du bar du théâtre ou celle du Rubéo, qui étaient toutes rabougries. Là maintenant, il y a de belles terrasses qui s'étalent. L'été, elles sont pleines. Alors évidemment, on est en plein Covid, mais on va s'en sortir. Et demain, dans le quartier Ginoux-Gautier, notamment le long de la rue Ginoux, devant les restaurants qui sont là, il y aura de magnifiques terrasses et on aura plaisir le soir, et sur la place et sur l'avenue Ginoux, à partager un bon repas sous cet éclairage magnifique qui va être réalisé. Voilà. Donc il faut se projeter dans l'avenir et considérer que tout le monde va être, encore une fois, tiré vers le haut et profiter de cet aménagement, notamment du point de vue commercial. Merci. On avait une question précise sur les bancs également et la possibilité des bancs qui avaient déjà été posés, qui ont dû être déposés de par leurs usages. C'est l'économie générale du projet qui va faire en sorte que globalement l'espace va être requalifié et donc ces bancs vont avoir de nouveaux usages, une nouvelle utilité. Comment vous voyez les choses à ce sujet-là? Monsieur le maire, sur les bancs stricto sensu ou sur le mobilier urbain? La question était sur les bancs, mais je pense qu'on peut l'élargir au mobilier urbain en général. Oui, comment absolument. Être sûr qu'il soit bien utilisé. La question qui se pose souvent, c'est quand on installe un banc, on se dit qu'il y a des gens qui s'assoient dessus et que ça peut générer des incivilités. Et puis quand on l'enlève, on dit mais il faut mettre un banc puisque ça participe aussi de la qualité. Donc c'est vrai que Patrice peut en témoigner. Il a par le passé posé et déposé des bancs. Voilà. Mais au-delà de ça, le vrai sujet, c'est d'avoir un mobilier urbain de qualité qui corresponde vraiment à l'image du quartier et à son animation. Donc vous avez vu là sur le projet, il y a plusieurs places qui vont être aménagées, qui vont être animées avec des nouvelles aménités. On a parlé de kiosques, on a parlé de terrasses, etc. Et comme on l'a fait sur les allées Jean Jaurès, vous avez vu, on a implanté toute une série de bancs, des bancs en pierre, des bancs en bois, des bancs isolés ou pas, et ça marche très très bien. Voilà. Donc encore une fois, c'est un ensemble. Si on pose un banc sur une place où il n'y a personne, évidemment, ça ne va pas attirer grand monde. Mais par contre, si c'est des bancs et si c'est un mobilier urbain de qualité dans un espace animé, ça fonctionne très très bien. Voilà. Tout est lié, et il faut penser globalement et il faut penser positivement. Merci pour ces éléments de réponse précis. On repasse en régie avec vos questions qui continuent
qui continuent à arriver. Oui, alors quel est le coût du projet, qui est une question qui nous a été demandée de nombreuses fois également. Une question, est-ce que le projet prévoit des infrastructures et signalétiques pour handicapés, personnes à mobilité réduite, aveugles? Une question sur le passage piéton. Quels seront les dispositifs prévus pour les traversées piétonnes plus sécurisées? Et une question qui revient régulièrement aussi, c'est celle de la limitation de la vitesse. Est-ce qu'il est prévu une limitation à 30 km/h? Est-ce qu'il y aura des ralentisseurs? Et enfin, une question sur la modularité des aménagements de la place Gautier et la façon dont cette modularité va être gérée et maintenue dans le temps. Alors, plusieurs questions. D'abord, une question peut-être transverse sur le coût de l'opération, sur la manière dont le projet est estimé et financé aujourd'hui, monsieur le maire. Oui, c'est une question importante et légitime. Donc, le coût du projet, c'est un projet, encore une fois, ambitieux sur un espace assez vaste et un projet complexe puisque on travaille sur une dalle. Donc, le coût du projet, c'est une estimation. Quand on fait un projet, on estime un coût et on prend en compte à la fois les surfaces qui vont être aménagées, ce qui va être planté et l'ensemble du mobilier, etc. Donc l'estimation aujourd'hui du projet ressort à 7,5 millions d'euros hors taxe, ce qui fait 9 millions d'euros TTC. Voilà, donc on obtient ce coût estimatif par des ratios qui sont réalisés pour ce type de projet, à la fois pour les aménagements urbains eux-mêmes, mais aussi pour les plantations, etc. etc. Ratio qu'on avait utilisé pour Jean Jaurès notamment et qu'on utilisera pour d'autres projets. J'ajoute que, et c'est important, ce projet, il a fait l'objet d'une discussion avancée avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a 2 voies départementales qui le délimitent. La 920 côté est et la rue Péry départementale côté sud. Donc évidemment, on a dialogué avec le département et on a également proposé au département de nous accompagner financièrement. Et je peux vous annoncer que nous avons signé avec le département, dans le cadre du futur contrat départemental 2020-2023, un contrat dans lequel le département finance la moitié de ce projet. Donc d'ores et déjà, la moitié du financement est obtenue avec le soutien du conseil départemental. Voilà. Et le reste, la ville. Donc nous avons un conseil municipal le 10 décembre prochain, au cours duquel ce contrat départemental sera voté, et également le budget de la ville dans lequel ce projet sera inscrit. C'est un projet qui s'inscrit sur 3 ans, donc 2021, c'est une phase d'étude, et puis ensuite 2 années de travaux, 2022 et 2023. Voilà, donc un budget de 7,5 millions hors taxe. Je dis hors taxe et TTC parce qu'il faut savoir qu'on paye bien sûr la TVA, mais on la récupère. Donc c'est un 9 millions hors taxe, mais par le biais de ce qui s'appelle le fonds de compensation de la TVA, dans l'année N+1 des travaux, on récupère la TVA. Donc il faut prendre le montant hors taxe, et encore une fois la moitié financée par le département. Donc c'est une belle opération d'un point de vue financier, vu la qualité et l'ambition de ce projet. Merci pour cette réponse précise, détaillée. Sur les questions des piétons, alors la traversée des piétons, on a plusieurs questions peut-être sur les mobilités. Monsieur Mouly, je vous laisse peut-être apporter une première niveau de réponse. On avait le sujet des personnes à mobilité réduite, on avait la question des dispositifs piétons pour la traversée et la question de la vitesse dans la zone. Est-ce que vous pouvez apporter déjà des premiers éléments de réponse sur ces sujets? Alors, je vais tout d'abord commencer par effectivement la vitesse qui nous a été posée tout à l'heure sur une des questions où est-ce qu'on allait limiter la vitesse. Bon, tout ça, ça fait partie. Effectivement, nous, on a une volonté d'avoir une ville apaisée. Donc, si on a une volonté d'avoir une ville apaisée, ça veut bien dire que la vitesse va se limiter. Il faut bien savoir qu'avec le rétrécissement de la voie, effectivement, ça ne va plus être un boulevard urbain tel qu'on peut le connaître aujourd'hui. Néanmoins, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est pour parler avec la RATP, IDF Mobilité, parce que comme il y a des bus qui viennent dessus, il faut effectivement que ça puisse être cohérent avec les trajets des bus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il n'y aura pas de... Dodan, c'est pas Dodan, c'est je sais plus comment c'est. Donc ralentisseur, pardon. Voilà, ralentisseur. Donc ça, il n'y en aura pas. Ensuite, sur les passages cloutés, protégés, c'est bien ça. Les traversées piétonnes. Les traversées piétons. Notre volonté étant d'avoir une ville apaisée, bien évidemment, il y aura effectivement des passages protégés
dans tous les sens du terme. Donc protéger, donc soit, et ça encore une fois, ça va dépendre de la discussion qu'on va avoir avec la RATP. C'est-à-dire que soit on passe à une ville apaisée avec 30 km/h, et à ce moment-là, de facto, le passage piéton, soit effectivement, on mettra des feux, ce que je veux dire. Sachant que de toute façon, il faut avoir la finalité de l'étude de circulation dont je parlais tout à l'heure, avec peut-être des modifications de feu. Donc tout ça, c'est encore en cours, mais c'est bien pour ça qu'on fait une concertation. C'est-à-dire que si on avait vu le projet tout de suite finalisé, la concertation n'aurait pas franchement son utilité. Ensuite, sur la mobilité, et notamment les PMR, il est évident que ce projet se veut ambitieux, notamment dans la ville d'inclusion. Donc c'est évident qu'on fera l'intégralité des choses. Et d'ailleurs, on pourrait voir qu'il y a quelque part parfois des usages qui peuvent s'opposer, parce qu'il faut avoir des passages et des structures de voies qui permettent notamment les personnes à mobilité réduite, et c'est tout à fait normal et c'est notre volonté, mais ce qui veut dire que si on fait des aménagements comme ça peut aussi laisser passer les scooters. Donc c'est aussi une des raisons, et ça faisait partie des questions qu'on se posait, est-ce qu'il faudra mettre de la vidéo-verbalisation et de la vidéoprotection? Voilà, ça fait partie des questions qu'on pouvait se poser, notamment au terme de concertation. Voilà. Nathalie Mélin, sur le partage de l'espace, je pense que vous pouvez aussi ajouter des éléments. C'est un point clé, hein, cette sécurisation pour les piétons et cette place accordée aux personnes à mobilité réduite également. Alors c'est vrai qu'au niveau des aménagements, et ça c'est vraiment révélé aussi par la matérialité, c'est-à-dire que les revêtements qu'on va y mettre, l'aménagement a véritablement une influence sur le comportement des automobilistes. Et la question aussi de la végétalisation qui vient restreindre aussi et rapprocher finalement le champ de vision, incite à un comportement très différent. Donc voilà, il y aura déjà ça. Dans le cadre du projet, effectivement, toutes les traversées seront, on va dire, sécurisées. Voilà, on est souvent avec des potelets à tête blanche, des dalles pototactiles. On a tout le dispositif qui permet aussi, on va dire, de suivre la réglementation, tout simplement. Et dans le cadre du projet, il y a aussi la volonté de créer, par exemple, au niveau de la place de Guerchy, un espace, on va dire, partagé. On est vraiment en zone 20, c'est-à-dire où on donne vraiment une priorité quelque part aux piétons, c'est-à-dire que c'est le plus faible qui devient prioritaire sur l'espace public. Et tout ça participe véritablement à un changement de comportement. Merci pour ces éléments. On avait un dernier point qu'on n'a pas abordé dans les questions qui nous avaient été listées, c'est sur la modularité de l'espace public. Alors on en a dit un mot tout à l'heure, on parle de la place centrale. Comment c'est géré et peut-être comment ça se maintient dans le temps, puisqu'il y a la question de la gestion qui était posée. Alors, moi, je vais juste parler au niveau technique. Le mobilier qui est imaginé est un mobilier qui peut être, on va dire, bougé avec des transpalettes. C'est-à-dire qu'on peut véritablement les soulever et les déplacer. Donc, avec un petit engin, on va dire, adapté, qui permettra de manipuler, finalement, on va dire, ces structures. Après, sur l'organisation, plus précisément, on va dire, ça dépendra véritablement des manifestations et voilà, du rythme d'événements qui sera mis en place. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire à cette étape. Une gestion adaptée à ce qui ressortira aussi de la concertation en matière d'animation et de gestion de ces espaces-là. En tout cas, il y a une modularité assez simple, mais ça ne peut pas être bougé par n'importe qui. Il y a quand même, une solidité des matériaux. En plus, c'est du mobilier, on va dire, qui est planté, voilà, qui a un certain poids. Et voilà. Entendu. Je vous propose qu'on continue un peu sur les questions, puisqu'elles sont nombreuses, et je pense que l'objectif est d'y répondre, quitte à déborder, afin que chacun soit satisfait et puisse avoir des éléments de réponse aux questions posées. Iris, je vous redonne la parole. Oui, merci. Alors, il y a la question, pensez-vous pouvoir implanter des ruches ? Il y a une autre question sur les emplacements des conteneurs poubelles et encombrants, qui sont des sources de nuisances liées à la propreté, savoir si vous avez déjà où ils seront. Il y a une question sur les travaux. Pourquoi est-ce qu'ils ne commencent qu'en 2022 ? Et enfin, une question sur la concertation au cours du second semestre 2019 avec les habitants du quartier et les commerçants. Comment avez-vous procédé et comment ont été enregistrés les retours et sont-ils publics ? Alors, on commence par les ruches peut-être, puisque c'est un sujet intéressant qui permet, vous parliez justement de faune et de flore tout à l'heure. Comment ce point-là peut être envisagé ? Sur les ruches, déjà, ça fait partie des points qui pourront être étudiés dans le cadre de la concertation, puisque si on a un projet d'agriculture urbaine, pourquoi pas, mais il faut qu'on en discute plus amplement, mais rien n'est exclu à ce stade, en fait.
Donc, possibilités et idées, Et monsieur le maire, pourquoi pas? On va pas découvrir le sujet puisqu'on a déjà des ruches à Montrouge. Et vous savez qu'il existe bien sûr un miel de Montrouge. Voilà, donc il contribuera. Il sera peut-être vendu sur le marché bio de Patrice Carré. Quitte à l'amener à une réunion de concertation pour le partager si on a l'occasion de se retrouver physiquement un moment. Sur les conteneurs à poubelle, les encombrants, comment c'est géré? Comment ça fait partie du projet? Damien Amberlé, c'est toujours un point qui peut sembler secondaire, mais qui est essentiel pour les gens qui vivent le quartier. Oui, absolument. Donc, on a démarré les échanges avec le territoire Vallée Sud Grand Paris, qui est compétent pour la collecte des ordures ménagères. On a identifié déjà le fonctionnement actuel sur des points de collecte qui sont ponctuels et qui donc ont une surface relativement grande, notamment sur la rue Péry et sur le secteur de Guerchy. De prime abord, il ne paraît pas pertinent de faire de la collecte sur l'axe Gautier, donc on resterait bien sur des collectes extérieures, mais c'est des points qu'il faut qu'on étudie plus en détail, mais qu'on étudie aussi avec les copropriétés et leur capacité à présenter les conteneurs en fonction des heures et des dates des différents cycles de collecte. Donc, globalement, on va rester sur un principe très similaire à celui qui existe. S'il y a des choses à améliorer, on sera preneur des propositions et on les discutera avec Vallée Sud Grand Paris. Sur le Montrougien ou la Montrougienne pressé que les travaux avancent, pourquoi ça ne commence qu'en 2022? Pourquoi l'année 2021 est encore consacrée aux études? C'est la logique d'un grand projet comme celui-ci. Damien Amberlé? Alors effectivement, comme vous le savez, un projet d'aménagement, c'est un travail itératif qui se passe en différentes phases. Vous l'avez compris, il y avait une première phase où on se demandait ce qu'on pouvait faire de plus pertinent. Il y a eu une phase où il y a eu des équipes qui ont répondu à cette première question. On arrive vers vous avec une proposition qui peut encore évoluer. Une fois qu'on aura stabilisé l'ensemble et qu'on saura exactement ce qu'on veut faire de ce quartier, il y aura des phases d'études techniques pour confirmer et affiner la faisabilité, le dimensionnement des différents ouvrages. Une phase aussi de vérification de la compatibilité des ouvrages, par exemple avec l'étanchéité, les parkings, les accès, etc. On a aussi besoin de consulter les pompiers pour s'assurer que le projet que nous mettrons en œuvre est bien conforme aux attentes des pompiers pour assurer la défense incendie de l'ensemble des immeubles. Bref, un certain nombre de contraintes qui, à ce stade, n'ont pas encore été vues dans le détail. On imagine que la proposition qu'on fait peut être rendue compatible avec l'ensemble de ces règles en vigueur. Il faudra qu'on les vérifie ensuite une par une et qu'on puisse prendre le temps de le faire convenablement avant de lancer la consultation pour la désignation des entreprises qui réaliseront les travaux. Habituellement, sur des projets de cette ampleur, on a encore 2 à 3 mois de discussion avec les entreprises, qu'on appelle les mises au point de chantier, qui permettent aussi aux entreprises de faire leurs commandes, de se fournir en matériaux. On a parlé de dallage de pierres naturelles. Aujourd'hui, on a besoin de 2-3 mois pour que des carrières puissent faire des propositions financières et ensuite débiter les pierres. Donc, c'est ce qui nous amène à envisager un début de travaux au cours début d'année 2022, puisque l'année 2021 sera consacrée aux études pleinement. Ensuite, à ce stade, on imagine environ 24 mois de travaux, qui seront des travaux qui se répartiront les uns après les autres dans les différents lieux. Ça veut dire qu'en chaque endroit, il n'y aura évidemment pas 24 mois de travaux consécutifs, mais que l'ensemble des zones de travaux, mises bout à bout, feront 24 mois au total. Merci beaucoup. Donc, des étapes, un temps incompressible comme sur chaque projet pour faire les choses dans les règles de l'art. Sur la consultation, la phase de consultation de 2019, vous nous avez donné quelques éléments en introduction, mais peut-être nous repréciser les éléments, à quoi elle a servi, comment ça a été mis en place. Vous avez parlé d'intensité qui a travaillé sur le sujet. Peut-être refaire un point sur ce sujet. Oui, la méthodologie était une méthodologie type micro-trottoir où en fait les interlocuteurs d'intensité ont abordé les passants et ont posé un certain nombre de questions. Ces questions, effectivement, elles sont communicables à ce stade, tout comme les résultats. Voilà.
Et donc, juste pour, vous l'avez dit tout à l'heure, mais peut-être que la personne n'était pas encore là, il y a eu à la fois des commerçants et des habitants usagers qui ont été interrogés lors de cette phase. Oui, absolument. Dans cette phase-là, ce sont 36 commerçants et un peu plus de 200 personnes, 200 passants qui ont été interrogés, dont à peu près 190 résidents et à peu près 20 non-résidents. Merci. C'était un sondage assez représentatif et comme l'a dit Damien Oberlé, évidemment, ce sera disponible. On va faire un site spécial qui présentera le projet. Il y aura une maison du projet, etc. Et tous les éléments seront bien sûr à la disposition de tous ceux que ça intéresse, bien sûr. Merci. Autre série de questions, si elle continue à arriver. Oui, alors on a une question d'un Montrougeien ou d'une Montrougienne qui demande si les jeux pour enfants du square Bouzeret qui affirme que les jeux pour enfants du square Bouzeret ont été démontés et qui demande s'il est prévu que de nouveaux jeux pour enfants soient mis en place dans le cadre de ce projet. Il y a également une question sur les ravalements de copropriétés. Certaines copropriétés le prévoient et il est demandé si cela pourrait être intégré dans le projet. Autre point où on répond à ces éléments-là, Iris? Et ensuite, il y a une question assez générale et ça revient régulièrement sur le revêtement qui a été choisi pour le réaménagement de ces espaces publics. Il est parfois dit que le pavé va être bruyant ou que ce qui a été fait précédemment dans les précédentes opérations d'aménagement était glissant quand il pleuvait. Donc, je voulais savoir donc ça fait partie des questions qui sont posées. Alors, d'abord sur les jeux pour enfants, sur un point précis du square Bouzeret, ils ont été, pour certains, enlevés. Où on en est, comment c'est intégré ou pas dans le projet aujourd'hui, Damien Oberlé? Alors effectivement, il y a des jeux qui ont été supprimés au square Bouzeret pour des questions de tranquillité publique. À ce stade, on n'a pas encore défini de nouvelles implantations pour des aires de jeu. C'est l'un des sujets d'un atelier de concertation, de savoir s'il est nécessaire d'en faire et si oui, préférentiellement à quel endroit. Merci. Sur les questions de copropriété, de ravalement de façades qui dépendent des copropriétés, comment c'est intégré ou pas au projet? Est-ce que ça peut être pris en compte par le projet? C'est ce que demande cet internaute. Quel est le périmètre, le positionnement là-dessus aujourd'hui? J'ai envie de dire qu'on pourra l'intégrer en termes de planning, on pourra en tenir compte si on en a connaissance relativement tôt. Donc encore une fois, l'idée du dialogue entre les deux est essentielle pour caler les calendriers. Monsieur le maire, vous voulez compléter? D'une façon générale, l'un des enjeux du projet, c'est le dialogue avec les copropriétés, parce qu'on voit bien, comme on le disait, qu'il y a imbrication entre le domaine public et le domaine privé. Et la question des marquises, par exemple, qui sera déposée, et ensuite la manière dont on va coordonner l'aménagement des façades, tout ça, évidemment, est un dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue. Il va s'instaurer et on va aller qu'il soit le plus construit possible et positif possible entre la ville et les copropriétés. Et puis on va cheminer pour trouver les solutions qui permettront de réaliser ce projet dans les meilleures conditions. Mais c'est un enjeu majeur, effectivement, puisque ce projet, ce n'est pas qu'un projet de la ville, c'est aussi le projet avec les copropriétés et en surface et en sous-sol, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a un vrai enjeu de sous-sol. C'est vraiment un quartier construit sur dalle, donc il y a un enjeu majeur. Donc des échanges seront prévus dans ce cadre-là, et dès les ateliers, on pourra échanger de certains points si des copropriétaires y participent, évidemment. Sur le sujet des revêtements au sol, je pense que c'est un point important, parce qu'on a insisté sur la qualité de ces revêtements et leur place essentielle dans la requalification de l'espace public. Nathalie Melin, des inquiétudes potentielles sur un sol glissant, un sol bruyant. Comment vous intégrez ces points-là dans les revêtements que vous prévoyez? Alors, ce qui est important, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de revêtement calcaire, parce que l'idée, c'est quand même de créer une certaine unité avec les abords de l'hôtel de ville. C'est un revêtement qui est intéressant parce que c'est une pierre naturelle et qui, on va dire, participe quelque part au rafraîchissement de l'espace public, parce que plus le revêtement est sombre, plus il retient la chaleur. Et donc, c'est vraiment une orientation forte du projet de travailler sur cette matérialité naturelle. La question de la glissance dépend vraiment du choix du matériau, de la carrière qui sera retenue, de la manière dont on va calpiner, c'est-à-dire
créer des joints, un peu comme un carrelage. Est-ce qu'on en met plus ce petit joint? Et plus on met de joints, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, par exemple, sur le projet, on parle pas mal de parquet, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des petites dallettes qui ont beaucoup de joints et qui vont pouvoir répondre à ces questions de glissance. Et derrière ça, il y a aussi la finition de la pierre qui est importante. Donc on peut avoir des finitions bouchardées, flammées, qui vont aussi, on va dire, créer de la résistance et éviter le glissement. Voilà. Et puis, dans le cadre du projet, il y a toujours une phase d'échantillon qui permet aussi de visualiser, de tester, de voir la qualité de ces pierres-là avant le démarrage du chantier. Monsieur le maire, sur ce Oui, point-là. oui, non, mais c'est un point important, la qualité de la pierre. Mais on voit les allées Jean Jaurès avec le choix de cette très belle pierre du Portugal. Ça a vraiment augmenté la qualité de l'espace public. Et quand on choisit une pierre claire, ça permet de réfléchir la chaleur, donc c'est important aussi. Et puis au passage, quand même dire que j'entends parfois dire que c'est glissant. Mais on a fait plusieurs milliers de mètres carrés de pierre du Portugal sur toutes les allées. J'ai pas vu beaucoup de gens qui glissaient. Alors ça a pu arriver. Il peut y avoir quelques feuilles. Parfois il fait un peu froid, il y a un peu de gel. Mais d'une façon générale, on glisse pas. D'ailleurs, c'est des pierres qui sont, comme vous dites, flammées. Voilà. Donc ça se passe très très bien pour 99,9% des gens. Parfois il y a une petite glissade, mais c'est très rare. Voilà. En tout cas, c'est dans le giron, c'est anticipé dans la manière d'aborder le projet. Complètement. On a déjà abordé plusieurs fois le revêtement calcaire et c'est des sujets qui font partie vraiment de notre réflexion. Iris, peut-être un point sur les questions. Est-ce qu'on a encore de nombreuses questions? On continue à en prendre. Vous avez encore des éléments à nous faire remonter, à partager? Oui, il y a encore des questions. Donc, il y a une question qui porte encore sur les arbres. Comment planter de gros arbres alors qu'ils seront sur une dalle? Il y a une question encore sur l'aménagement également. Qui est-il prévu un plan d'eau? Et enfin, il y a une question, il est demandé de revenir sur une question qu'on a déjà abordée, c'est celle du stationnement. Il est demandé précisément où seront les nouvelles places, les places de parking qui seront réaménagées. Alors effectivement, pas mal de sujets dont on a déjà parlé. Peut-être d'abord sur les arbres. Sur dalle, il y a des aménagements sur dalle, et il y a des aménagements aussi de pleine terre, Madame Rabier, sur ce sujet-là. Oui, évidemment. Alors, il n'y a pas de la dalle partout non plus. Il y en a dans certains secteurs qui sont très identifiés et sur lesquels on ne pourra pas planter d'arbres parce que, en fait, la dalle, elle est assez peu épaisse et les racines ne trouveraient pas d'endroit où se nourrir et causeraient des dégâts. Donc là où on ne pourra pas en mettre, on mettra des bacs avec des arbres de longues tiges dans certains endroits. Dans d'autres endroits, des arbustes ou des plantes moins importantes pour créer un peu de dynamique, empêcher aussi de bloquer la vue des vitrines totalement. Et là où on pourra planter des arbres en pleine terre, on les plantera en pleine terre. Voilà. De compléments là-dessus, on peut apporter de la végétalisation même sur des espaces sur dalle. Oui, mais dans le cadre, on va dire, de bacs jardinières qui ont un certain volume de terre et dont la végétation sera adaptée pour pouvoir durer dans le temps et trouver ses besoins nécessaires en nutriments. Monsieur le maire ? Comme il a été dit, l'avenue Ginoux et Gabriel Péry sont en pleine terre. Donc là, on peut planter des arbres. Et la chance qu'on a aussi, c'est que la place de Guerchy et de l'autre côté, la place Briand, comme on l'a qualifiée, elles sont aussi accessibles à la pleine terre. Donc on va pouvoir planter tous ces arbres-là, et y compris dans la rue Bouzeret. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'endroits où on peut planter en pleine terre des beaux arbres magnifiques dans ce quartier. Est-ce que le sujet du plan d'eau, du point d'eau dans le quartier a été à un moment donné évoqué, abordé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas présenté aujourd'hui dans les visuels, mais est-ce que c'est un point qui a été traité, Madame Rabier? Alors oui, l'accès aux fontaines pour boire, c'est ça la question? Il y a peut-être aux fontaines pour boire et peut-être des questions de points d'eau esthétiques pour animer le quartier. Est-ce que ça a été, est-ce que c'est possible ou est-ce que ça a été traité? Alors, les fontaines, sur les fontaines peut-être. Ouais. Les fontaines, ça a été envisagé. Enfin, en tout cas, c'est envisagé pour l'instant de continuer ce qui est fait. Ce qui a été fait dans le projet des Allées Jaurès, parce que ça rencontre un franc succès. Donc là, oui. C'est la question du plan d'eau. Je vois pas très bien où on peut en mettre. Non, en fait, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de place en réalité pour installer des plans d'eau. On est quand même sur des espaces de rue qui laissent très peu de possibilités. Il y aurait les
cœur d'îlot, mais aujourd'hui, la question du plan d'eau, parce que nous, on travaille avec la Solidéo dans le cadre des Jeux Olympiques, la question du moustique est une vraie question qui concentre beaucoup d'intérêt et de vigilance aujourd'hui. Et je ne suis pas sûre que dans un milieu urbain si habité, ça serait vraiment propice. Ça peut être une fausse bonne idée sur les impacts que ça aurait Oui. sur le Par quartier. contre, la gestion alternative des eaux pluviales, de permettre la perméabilité du sol, ça, c'est vraiment une question qu'on travaille. Sur le stationnement, puisqu'on y revient une nouvelle fois, Monsieur Mouly, encore une fois, si on essaiera de travailler précisément sur ces questions-là dans l'atelier qui est dédié aux mobilités, parce qu'il y a vraiment il y a pas mal de questions manifestement sur ce sujet-là, et ce sera l'occasion de prendre un temps vraiment dédié sur ces sujets-là. Mais Monsieur Mouly, on a parlé des parkings en souterrain. Est-ce que vous pouvez encore développer davantage ce point-là ? On va essayer d'être le plus complet possible, sachant que c'est, encore une fois, une présentation et c'est en concertation. Donc, une façon simple. Aujourd'hui, nous avons 35 places sur Péry qu'on supprime. Donc 35. Voilà. Sur les 35, il y en a 25 qu'on peut récupérer par le 10 rue Gabriel Péry en souterrain. Donc là, il faut juste trouver, c'est notamment les discussions qui vont être menées avec l'AFUL, donc sans rentrer dans les termes juridiques, comment est-ce qu'on arriverait à mettre le parking en horaire pour permettre effectivement aux personnes de passage de pouvoir se garer dans ce parking-là. Donc 35 moins 35 supprimer 25 qu'on peut récupérer en sous-sol. Là-dessus, on en recrée 8 en souterrain, en aérien. Donc là-dessus, il nous en manque 2. Les 2, c'est effectivement les places de livraison dont on a parlé tout à l'heure. Donc 35 qu'on supprime, 25 plus 8 plus 2 égale 35. Voilà. Donc j'espère avoir répondu clairement à la question. Donc effectivement, dans le calcul, ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, où le solde général est nul, puisque les places supprimées peuvent être restituées à d'autres endroits, notamment en souterrain. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors, la grande majorité des questions a été traitée. Peut-être une dernière question. Les plantations sont-elles réfléchies en fonction des saisons ? Alors, je pense qu'on en a dit un mot, mais ça peut être intéressant d'avoir un complément là-dessus. Oui. La saisonnalité en ville, c'est un nouveau sujet qui est de plus en plus porté et essentiel. Comment ça a été pensé dans le projet ? Alors c'est vrai qu'à cette étape de concours, ce qu'on a traité, on n'est pas rentré dans véritablement la stratégie végétale. Mais c'est vraiment, on va dire, un point important sur lequel on va travailler, sur les couleurs automnales, sur les floraisons estivales, du printemps, pardon, excusez-moi. Et puis sur le maintien aussi quand même d'une végétation avec des persistants, des graminées qui vont tenir aussi l'image de l'espace public en hiver et le rendre agréable quand même. Voilà, donc ce travail-là, il est, on va dire, à préciser dans le cadre des études et l'approfondissement des études qui va arriver. Merci. Je pense qu'on a épuisé les nombreuses questions qu'on a reçues. Je vous remercie pour vos réponses et la pédagogie que vous avez essayé d'y apporter systématiquement. On a pas mal parlé de mobilité, de stationnement. Je crois que le point de la végétalisation était également central. Et puis on a senti aussi les inquiétudes, mais aussi la motivation pour rendre ce quartier plus attractif, plus dynamique. Donc c'est tout ça maintenant qu'il va falloir travailler en concertation avec les uns et les autres. Cette concertation, justement, Damien Oberlé, peut-être pour tendre vers la conclusion de cette réunion, avant de vous laisser la parole pour conclure, Monsieur le maire, les prochaines étapes de manière générale du projet, et puis peut-être les prochains rendez-vous de la concertation, puisque dès à présent, vous pouvez maintenant vous inscrire et puis continuer à nous alimenter en contribution et en réflexion pour que les ateliers soient les plus riches possibles et que la synthèse qui sera faite de toute cette concertation puisse prendre en compte tous les avis. Quels sont les prochains rendez-vous ? Oui, effectivement. Alors, la crise sanitaire nous oblige à revoir nos dispositifs. Néanmoins, nous avons conservé 3 ateliers thématiques qui se passeront eux aussi en ligne, le 15 décembre, 17 décembre et le 11 janvier, et dont les thématiques sont indiquées directement sur le site de la ville, sur lequel il est aussi nécessaire de s'inscrire pour participer à ces ateliers, de manière tout simplement à ce qu'on puisse réguler le nombre de participants et les dédoubler si nécessaire. Il y a aussi un espace participatif sur le site de la ville qui vous permet de laisser vos avis et questions
Pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec les outils en ligne, il y a aussi une exposition qui est prévue dans le hall de l'hôtel de ville avec une urne permettant de prendre vos avis et questionnements sur lesquels on répondra. Et enfin, on a aussi mis en place une ligne téléphonique qui vous permet de poser l'ensemble de vos questions. On y apportera les meilleures réponses possibles à chaque fois. On voit que chacun peut donc participer, les plus habitués d'Internet comme les gens qui auraient peut-être moins d'appétence pour ces sujets-là. Tous les moyens de contribution ont été imaginés. Étienne Langereau, monsieur le maire, peut-être en guise de conclusion, on a ouvert une série maintenant qui va se poursuivre par des réunions pour affiner les choses, mais on voit déjà que pas mal d'intérêt a été suscité au travers des questions. Je pense que cette réunion a été intéressante malgré la distance. Un petit mot de synthèse de tout ça? Moi, je me réjouis d'abord qu'il y ait eu énormément de questions, ce qui témoigne de l'intérêt des Montrougiens sur ce très beau projet. Effectivement, comme vous le dites et comme on vient de l'indiquer Damien Oberlé, le projet ne fait que commencer. La concertation démarre ce soir. Et j'espère et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de participants dans les ateliers, visite du site du projet dans l'hôtel de ville et puis expression dans les urnes. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, à découvrir ce projet. On est là pour ça. Il y a toute une équipe qui s'en occupe. Je voudrais aussi en profiter pour remercier tous ceux qui travaillent sur ce projet, qui sont à mes côtés, qui sont aussi dans les équipes de la ville. Je crois que c'est un projet qui, depuis maintenant 2 ans, est en gestation. Mais encore une fois, c'est un projet complexe, un projet qui va durer 3 ans et qui vraiment aura un impact très fort sur notre ville. Il n'est pas situé n'importe où, il est situé aux portes de Paris. Et ça, c'est quand même très important aussi pour la ville de Montrouge, parce que beaucoup de gens rentrent à Montrouge par ces 2 artères-là. Et puis je crois qu'on a aussi, on l'a dit, une opportunité formidable de profiter de ce qui va se passer autour. J'ai parlé de la 920. La 920, le fait qu'elle soit réaménagée, c'est une chance formidable pour les Montrougiens. Ça va vraiment changer le quotidien de tous les riverains, mais aussi de tous ceux qui traversent cette artère. Et puis on a aussi une relation très forte avec la ville de Paris. On a passé une convention avec eux et la porte d'Orléans va évoluer. Il y a déjà des réflexions et des travaux conjoints entre Paris et Montrouge sur l'avenir de cette porte d'Orléans. On sera à la limite de la porte d'Orléans. Voilà, donc la ville de Montrouge évolue, son environnement évolue. Je crois qu'on est dans cette dynamique positive de projet et je suis très heureux que tous ensemble, nous y participions dans la confiance et avec un esprit positif. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, bonne soirée et rendez-vous dans les prochains ateliers. Très bonne soirée à tous, au revoir.